Bonjour à tous, bienvenue pour notre nouveau petit déjeuner Heart Leadership University ce matin, dont le titre est « Diriger avec bravoure en 2025 » et le sous-titre vise à adresser les questions de nouveaux risques, de courage et de résilience, et notamment de résilience du dirigeant, mais aussi de son entreprise. Donc j'aurai le plaisir ce matin d'en être la modératrice. Certains d'entre vous me connaissent, je suis Hélène, présidente de l'association d'intérêt général Heart Leadership University, ce qui me donne l'occasion, bien sûr, déjà de vous dire qui est HLU. Donc, qui est HLU? Un petit rappel de notre vision et de notre mission. Donc, on est une association qui a été créée il y a 5 ans maintenant, sur l'intuition et l'idée d'un dirigeant qui s'appelle M. Torel, qui est l'entrepreneur fondateur de Bioderma. Et M. Torel avait une conviction et une intuition qu'il était grand temps de transformer l'éducation, la formation des dirigeants et des leaders. Et donc, il a voulu créer une association à caractère éducatif et scientifique, dont la mission est de faire évoluer les imaginaires et les pratiques du leadership face à 3 enjeux. Les effondrements écologiques, l'accroissement des inégalités et certains usages déviants des intelligences artificielles. Vaste programme, vaste programme. Donc depuis 5 ans, on a 3 piliers d'action. Un pilier éducation avec un parcours pour dirigeants, des formats courts. Un pilier recherche, et la conclusion de notre matinée sera faite par une chercheuse associée à HLU. Et un pilier diffusion et débat, et donc des rencontres exactement comme ce matin, des cycles d'événements et notamment des cycles de petits déjeuners. Donc ce petit déjeuner de ce matin s'inscrit dans un cycle de plusieurs petits déjeuners que nous avons fait en 2025 et sur lesquels nous allons continuer en 2026. Donc les thématiques précédentes, vous les avez à l'écran. On a fait une thématique sur les valeurs, mieux comprendre son système de valeurs et celui des autres. On a fait une thématique sur compter ce qui compte vraiment et décider avec des nouvelles boussoles. Le dernier petit déjeuner portait sur la prospective stratégique. C'était une très belle édition pour éclairer justement le monde qui vient et la prospective en pratique. Et Michael, qui interviendra tout à l'heure, était déjà présent à cette table ronde. Et donc, notre thème de ce matin vient là, qui est par rapport au monde qui vient et aux enjeux qu'on a éclairés. Comment on pourrait peut-être diriger avec plus de courage, plus de bravoure? Est-ce que c'est ça les bons mots à mettre dessus? Et quels sont du coup les outils, les leviers, les paradoxes, les situations vécues? Et donc, on va avoir un petit déjeuner à la fois avec des experts et des dirigeants témoins. Et puis, pour vous donner envie de venir et revenir à des petits déjeuners HLU, le prochain, début d'année 2026, portera sur les nouveaux référentiels de leadership, à la fois dans les cabinets d'assessment, dans les cabinets de recrutement et dans les grandes écoles. Ce qui me permet assez naturellement de vous dire que nous sommes ce matin accueillis par l'École des Mines, qu'on les remercie pour cet accueil généreux et chaleureux, et que nous avons une personne aujourd'hui qui va nous accueillir au nom des Mines, qui est assise à côté de moi, qui s'appelle Cécile Schwartz, avec qui on collabore déjà depuis quelques années. Cécile, donc tu es ingénieure diplômée de l'École des Mines, toi-même, promotion 1986, si tu m'autorises à le dire, et donc une longue expérience des métiers de l'ingénieur et aussi de leur place dans leur société et de leur rôle. Et donc, je t'ai demandé de nous éclairer sur 2 questions principales. La première, ça va être, en fait, l'École des Mines, c'est quoi? Son histoire, ses défis, ce qu'elle apporte dans la société. Et deuxièmement, de nous éclairer sur ta position aussi en analyste, en observateur de ce qui s'y passe, puisque tu as écrit un excellent livre, que je n'ai pas à la main, mais qui est ici. Un excellent livre, que je vous recommande chaudement, qui est un livre enquête, les jeunes ingénieurs face aux urgences environnementales, l'expérience de l'École des Mines, un processus en 3 phases. Alors on pourrait dire les dirigeants en poste sont peut-être pas tellement soucieux de la fabrique des dirigeants de demain, mais enfin je pense que ce serait un peu courte vue de ne pas se soucier de la fabrique des dirigeants de demain. Donc c'est pour ces 2 raisons, et aussi parce que tu as travaillé longtemps en entreprise, dans les départements de la stratégie chez Engie et chez EDF, que tu peux nous éclairer ce matin en introduction au regard de la fabrique des leaders de demain et au regard des enjeux globaux, risques globaux, position du leader, courage et résilience, qu'est-ce qu'on peut en dire? En commençant par ce que tu veux, mais la page de présentation de l'École des Mines. Bienvenue à tous à l'École des Mines. Donc, je vais vous dire merci Hélène. Je vais donc vous dire 2 mots sur l'École des Mines. Alors, l'École des Mines, un petit peu d'histoire. L'École des Mines a été fondée en 1783 par le roi Louis XVI sur ordonnance du roi, avec l'objectif de former des ingénieurs pour les travaux de recherche et d'exploitation des minéraux.
et avec l'idée que cette exploitation soit aussi sûre que favorable à l'économie de la France. En 1816, elle s'installe ici, dans l'hôtel Vendôme, donc sur le boulevard Saint-Michel, donc tout près des lieux de savoir du quartier latin, mais pas très loin des lieux de pouvoir aussi, puisque vous avez le Sénat à l'Assemblée nationale qui ne sont pas très loin. Donc elle est vraiment dans un lieu central à Paris, et c'est pas complètement neutre. Et sa pratique, c'est important parce que toute la formation est basée sur cette devise, c'est théorie et pratique. Donc théorie, c'est former des ingénieurs de manière disciplinaire à prendre en main et accompagner les entreprises sur les grands défis des siècles et de ce siècle aujourd'hui. Et la pratique, c'est vraiment aller sur le terrain, aller aider les entreprises, faire les choses de manière la plus concrète possible et aussi de manière la plus pluridisciplinaire possible. On ne s'est pas arrêté aux mines et aux minéraux, même si l'école des mines a accompagné l'essor du charbon, l'essor des chemins de fer, la transformation, l'essor du nucléaire, la transformation aussi informatique. Aujourd'hui, elle est sur 4 sites, je passe rapidement. Donc ici, vous êtes sur le site parisien, mais il n'y a pas que Paris, il y a aussi Sophia Antipolis, près de Nice, Fontainebleau, où je travaille, et Versailles. Elle est très, très ancrée dans le monde de la recherche, avec 5 départements d'enseignement et de recherche et plusieurs instituts de formation et de transition. Et vous avez là les grands centres de recherche par thème. Donc vous voyez que c'est assez diversifié. Ça va des sciences de la Terre et de l'environnement en incluant la géologie, qui était la science historique de l'école des mines, mais aussi on a maintenant beaucoup d'économie, de management et de sciences sociales et de choses autour du management. Et notamment, donc Hélène l'a dit, moi j'étais ingénieure civile, j'ai fait mes études ici de 86 à 89, et j'étais déjà sensible à l'environnement. Alors je pense que j'étais la seule de ma promotion, mais j'ai demandé à travailler pour mon mémoire de fin d'études sur les sujets environnementaux. Et c'est comme ça que j'ai pu être encadrée par Bruno Latour, qui était professeur à l'école des mines à ce moment-là. Et du coup, après, c'est aussi ça que j'ai pu insuffler. J'ai essayé d'insuffler en entreprise en travaillant dans la stratégie. Et aussi, toujours très sensible à l'accompagnement humain, donc dans des équipes de formation, au coaching des équipes de management. Donc, l'école des mines, aujourd'hui, elle fait vraiment beaucoup de recherche. Ça, c'est vraiment important à avoir en tête. Et cette recherche, elle irrigue vraiment l'ensemble des formations de l'école des mines. Les étudiants, les élèves ont vraiment des liens forts avec tous les enseignants-chercheurs. On a aussi, par exemple, un institut dédié à la transition environnementale, par exemple, qui vient de se créer. Donc, en termes de formation, le cœur de la formation historique, c'était le cycle ingénieur civil, avec aussi le cycle des corps d'État, où vous connaissez le corps des mines. Il y a également 12 masters spécialisés. Et donc aujourd'hui, moi, je suis revenue à l'école des mines après mes 20 ans d'entreprise pour m'occuper d'un master spécialisé en environnement. Donc c'est l'un de ces 12 masters spécialisés. Et on a aussi plus de 300 élèves en école doctorale qui sont en train de préparer une thèse à l'école des mines. Et Cécile, peux-tu nous dire en 2 mots, du coup, ce qui a nourri ton envie de cet ouvrage et 1 ou 2 clés pour vous donner à tous envie de le feuilleter ou de le lire? Eh ben, j'ai été très touchée parce que Jean-Marc Jancovici enseigne ici à l'école des mines. Et moi, je l'avais découvert en 2004 en travaillant sur la prospective énergétique. Et vraiment, je suis très touchée par ce qui arrive aux jeunes générations, d'être confrontées à cet avenir incertain. Et en fait, en arrivant à l'école des mines, j'ai eu envie de creuser ce rapport qu'ils ont à leur avenir par rapport plutôt aux urgences environnementales. Et j'ai démarré cette recherche juste avant les discours dont vous avez forcément entendu parler, ceux d'AgroParisTech en avril 2022 et ceux de Polytechnique aussi. Du coup, j'ai pris comme terrain l'école des mines que je connaissais bien, mais aussi pour beaucoup de raisons, hein, dont je viens de vous donner un certain nombre. Et j'ai interrogé ces jeunes ingénieurs, j'ai aussi interrogé certains de leurs professeurs. Et petit à petit a émergé de cette enquête un processus en 3 phases, 3 grandes phases qui sont les phases d'absorption, compréhension de la gravité de la situation,
après progressivement un passage à l'acte, on réagit, on passe à l'acte et puis ensuite on agit vraiment dans la société collectivement vers de nouvelles trajectoires professionnelles. Mais c'est vraiment, le fruit d'un processus long et surtout collectif. Ils ne le font pas tout seuls, ils le font vraiment de manière collective. Les petites promos qu'on a à l'école des mines, puisqu'on est sur 150 élèves, favorisent le fait que ces interrogations, ces doutes, ces renoncements aussi, parce qu'il y a des renoncements quand on est dans ces phases, dans ce processus en 3 phases, tout ça est partagé au sein d'une même promotion et ça aide à avancer. Et donc, cette recherche a mis ça en avance. Et du coup, mes questionnements, parce que ça sera ta prochaine question, Hélène, vont aussi du coup, pour le dirigeant, ces jeunes ingénieurs vont devenir dirigeants, mais quand on est dirigeant, quand on fait face à cet avenir incertain et à toutes ces questions et ces questions-là, qu'est-ce que c'est qu'avoir le courage de les prendre en main? Qu'est-ce que ça veut dire quel risque on va prendre? Est-ce que le courage, c'est prendre des risques justement? Ou est-ce que c'est s'inscrire dans un parcours long de réflexion avec beaucoup de ténacité sans abandonner? Est-ce que le courage, c'est aussi renoncer à un certain nombre de choses? Est-ce que c'est un processus long? Ou est-ce que c'est un processus avec les tripes qu'on fait tout de suite? C'est toutes ces questions que je me pose et que j'ai envie d'éclairer et comment on peut, accompagner ce processus, vers le courage? Qu'est-ce qui l'entraîne? Quels sont les leviers? Et sans doute que cette matinée va apporter un ensemble de réponses à ces questions-là. On défleure bien entendu une institution comme les mines, hein, qui est aussi ancienne que nous l'a présentée Cécile. Merci encore pour votre accueil ce matin, parce qu'on tisse des passerelles effectivement entre l'association HLU qui est indépendante et des grandes écoles qui sont là depuis longtemps pour éclairer tous les enjeux que tu cites. Alors justement, je vais faire vraiment un 5 minutes maximum d'introduction chapeau sur la thématique du jour pour des éléments de langage commun avant d'appeler notre premier panel d'intervenants. Merci Cécilia. Donc, dans les 3 sujets clés de cadrage de ce petit déjeuner, je vous les ai mis ici à l'écran. On a une habitude chez HLU, c'est commencer par dézoomer avant de se précipiter tête baissée. C'est-à-dire que pour beaucoup de dirigeants et beaucoup de personnes, on est souvent dans l'action, dans l'immédiat, et c'est quand même bien de dézoomer un petit peu, de se dire quelles sont les perspectives, le paysage global, les questions géopolitiques, les questions du temps long que tu cites, et même du temps court, enfin bref, de prendre du champ. Et donc, vous avez tous certainement ici dans cette salle une perception différente et contrastée de quels sont les nouveaux risques majeurs. En tout cas, vous auriez des perceptions différentes en probabilité et sévérité de ces risques si on avait le temps de le faire. Tout le monde identifie grosso modo les mêmes familles de risques, mais potentiellement avec un niveau de préoccupation différent. Et donc, je voulais vous partager là encore un excellent ouvrage qui est, Cécile, tu nous as bien rappelé les questions à la fois d'empreinte écologique des activités humaines et aussi des ressources, puisque l'école des mines, au départ, c'était l'extraction des ressources qui nous permettent de faire fonctionner l'économie. Il y a évidemment une deuxième question très actuelle qui est l'essor des intelligences artificielles et son effet transformatif sur nos sociétés et notre économie. Donc pour ceux que la question des avenirs avec IA intéresse, HLU vous recommande très chaudement cet ouvrage de Jean-Michel Valentin qui s'appelle Hyperguerre, comment l'IA révolutionne la guerre. Ce qui me permet de vous dire que cet ouvrage ne parle pas que de la guerre militaire, mais il parle bien aussi de la guerre économique et de la guerre cognitive. Donc c'est un ouvrage particulièrement précieux pour éclairer cette perspective sur l'IA que certains dirigeants peut-être aujourd'hui n'ont pas encore pleinement identifiée et donc adressée. Et autre questionnement sur les perspectives, c'est est-ce qu'on se positionne en finalement subissant un contexte et où on essaye d'être maître de notre destin et de notre destinée. Et ça, c'est aussi une question que j'ai envie d'adresser à vous tous dans la question du leadership, c'est bien sûr qu'il y a une partie du contexte qui s'impose à nous et pour autant, on a toujours une marge de manœuvre, un pouvoir d'agir en tant que dirigeant. Et donc, c'est par rapport à cette question du pouvoir d'agir que je vais illustrer juste derrière quelques archétypes de leaders pour qu'on puisse réfléchir ensemble sur ça. Hier, aujourd'hui et demain, c'est quoi les grands archétypes de leadership? Courageux, brave, pas du tout. Il faut réfléchir à cette notion de bravoure. Et troisième question qu'on va se poser juste après, c'est en fait le courage, c'est un mot très large. Et il y a plein de sortes de courage et plein d'actes de courage au service de différentes personnes ou de différents projets. Donc on ne peut pas non plus tout mélanger. Donc pour discerner un peu dans tout ça, on va faire un voyage en images, et je remercie Vanessa Battery qui est présente ici de cette idée et inspiration qu'elle m'a donnée, qui est une image vaut mieux qu'un long discours.
Et comme on a très peu de temps ce matin, j'ai mis quelques images des archétypes de leadership. C'est complètement, comment dire, c'est un échantillon non représentatif, bien sûr, mais je vous ai mis ceux qui m'ont parlé, et à chacun de savoir ce qui vous parle. J'en ai mis un premier en grand, en plein écran. C'est Saint-Georges terrassant le dragon, peinture italienne. Alors, quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, c'est quand même excellent pour notre sujet, parce que là, on voit bien le grand guerrier, alors quand même harnaché avec une armure, brave, qui terrasse le dragon, qui représentait une menace extérieure, d'ailleurs. Et on pourrait se dire, bon, est-ce qu'il fait acte de bravoure? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est le seul modèle de leadership qu'on a envie de suivre? Qui est le dragon au fait? Enfin bref, on peut se poser plein de questions. Pour autant, autour de nous, des dirigeants d'entreprise qu'on côtoie, on en voit certains qui sont plutôt comme ça. Et chacun de nous, ce n'est pas une critique de dirigeants, chacun de nous, on peut très avoir envie de faire l'autruche face à des risques de moyen terme ou à des menaces imminentes d'ailleurs. Donc le comportement de l'autruche est assez courant et très confortable, c'est un mécanisme psychologique de protection ou c'est plein d'autres raisons également, mais enfin l'autruche c'est quand même très courant aussi, y compris chez les leaders. Et puis après, il y a toute une palette de tas d'autres profils. Alors je vous ai mis le fameux Napoléon sur son cheval, le guerrier, la conquête, l'empire, bien entendu, c'est un imaginaire héroïque extrêmement puissant. Mais il y en a plein d'autres. Il y a le leader qui fonce devant en disant « venez avec moi », mais enfin si on va tous au casse-pipe, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc cette idée du leader fonceur, influenceur avec ses suiveurs n'est pas forcément non plus la seule bonne façon d'y aller, pas dans le contexte. Il y a le leader qui prend des risques et qui saute au-dessus d'un trou. Donc je vous pose la question de la largeur du trou et de la force du gars qui saute, parce qu'il ne faut pas confondre courage et témérité. Bon. Donc évidemment, il faut prendre des risques, mais on peut quand même se poser la question de ce qui est courageux et de ce qui est téméraire. Il y a le modèle du sauveur, qui est ça va être la catastrophe, donc je suis le pompier, le sauveur, je vais aller essayer de soigner des gens ou d'éteindre des incendies. Et il y a celui que j'aime beaucoup, qui est le modèle du funambule, qui est dans un monde incertain avec plein de nouveaux risques. Déjà, ne pas se casser la figure du fil, c'est pas mal. Bon. Et pour être funambule, il faut être courageux, enfin, il ne faut pas avoir peur du vide. Bon. Donc ces différentes images, c'est pour inciter à réfléchir à en pratique, dans l'exercice du leadership, c'est quoi être courageux? Et puis, je vous en ai mis un au milieu que je n'ai pas encore commenté, Star Wars. Le courage au service de qui et de quoi? En gros, de la destruction massive et des forces de l'ombre, ou le courage au service de quelque chose d'un peu plus joyeux, quoi, et d'un peu plus constructif? Et bien entendu, chez les leaders, les traits de Dark Factor sont très élevés. Je vous invite à consulter les travaux de recherche des facs de Ulm et de Copenhague sur le Dark Factor des dirigeants, c'est passionnant. Bon. Une fois que je vous ai dit ça sur différents archétypes du leadership et donc en situation de prise de décision, de risque ou de courage, il y a toute une palette de courage que les intervenants vont illustrer. Vous ne voyez rien à l'écran, ce n'est pas grave, vous aurez les slides. Mais on a ici compilé différentes sortes de courage. Le courage de parler vrai, le courage de penser par soi-même, le courage d'arrêter de faire des trucs néfastes, le courage de partager le pouvoir. Bref, il y a toute une palette d'actes de courage qui sont pour certains très difficiles aux dirigeants. Et donc, le courage d'innover ou le courage de prendre des risques, est-ce que c'est du courage ou est-ce que c'est juste du développement? Donc, qu'est-ce que c'est vraiment que le courage? Et on prend acte de courage dans quelle situation? On reviendra à ça, le courage est situationnel. Et Chloé nous éclairera très bien à la fin sur, en fait, juste faire des choses, mais pas forcément être courageux. Qu'est-ce qui fait qu'on est courageux? Et, voilà. Et surtout, au service de qui, au service de quoi? Un excellent livre, Le bon ancêtre, de Roman Krasnick. Quand on est dirigeant et qu'on se regarde 20 ans ou 50 ans après, est-ce qu'on aura eu l'impression d'être un bon ancêtre ou pas? On aura mis son énergie, son intelligence, son réseau, son talent, son courage au service de qui et de quoi? Bon, vaste question. Et donc, je voulais vous poser toutes ces questions introductives pour nourrir les échanges de nos différents panels. On va donc accueillir le premier duo. Donc, j'invite Cyril et Jérôme à me rejoindre ici. Et je les remercie par avance. Le temps qu'ils arrivent, je vais les présenter en quelques mots. Ce premier duo de dirigeants vise à éclairer des enjeux déjà globaux de contexte géopolitique et une réflexion sur est-ce que ce contexte impose une redéfinition du profil et du rôle du dirigeant. Jérôme, Cyril, installez-vous. On va installer les petits micros. Merci. Alors, c'est parti. C'est parti. Je mets un petit papier. Donc, merci à tous deux. Je vais faire un tout petit mot de présentation parce que ma première question, ça sera de vous demander qui vous êtes. Mais je vais quand même dire qui vous êtes sur le papier ou sur Internet. Alors, sur le papier et sur Internet, Jérôme, tu es président fondateur des Entretiens, qui est un lieu de réflexion collective, de débat et d'émergence de nouvelles idées au service du rayonnement de la France. Et
initialement, tu es diplômé de l'ESSEC et de Sciences Po, et tu as aussi des activités de conseil. Bon. Ça, c'est ce qu'on sait et qu'on voit sur Internet. Cyril, tu as un long parcours, toi aussi. Tu es avocat au départ, mais tu as fait 15 métiers, plutôt du côté du militaire, dans les forces spéciales, plutôt dans les métiers de la sûreté et de la sécurité. Et aujourd'hui, tu es président, dirigeant d'une entreprise de gestion de crise et gestion de risque qui s'appelle Arcane Risk. Bon, ça c'est l'introduction courte, mais ma première question avec vous deux va être peut-être la plus difficile. C'est de demander à chacun qui êtes-vous, et je mets un sous-titre à cette question, qui êtes-vous? Est-ce que c'est facile de dire qui on est? Est-ce que le premier courage, c'est dire qui on est et ce qui nous anime? Est-ce que vous avez envie d'être bavard avec nous ce matin? Et si cette question est inconfortable et ça ne me pose aucun problème, que faites-vous, votre métier et vos activités? Alors Cyril, on a déjà joué à cet exercice, donc je te propose de commencer par qui es-tu, que fais-tu? Qui je suis? Alors effectivement, ça c'est une question, un peu métaphysique et philosophique. Qui suis-je? J'aime bien dire que je suis la quintessence en fait de mes parents. Voilà, qui est, une maman qui était professeure de dessin, un papa qui était, grand officier dans l'armée, donc ça fait un mélange un peu paradoxal et j'ai voué ma vie en fait un peu dans on parlait du rôle du sauveur, dans le rôle du protecteur et du sauveur, tant sur le plan étatique que sur le plan personnel. Voilà, et c'est pour ça que j'ai décidé de monter une agence qui avait pour but en fait d'apporter un éclairage un peu nouveau sur les risques que, alors les dirigeants, mais aussi des particuliers peuvent rencontrer dans un contexte où, dans le monde du civil et le monde privé, pour ma part et vu de mon expérience, on n'appréhende pas, ou on l'appréhende peu, ou on l'appréhende par le mauvais bout. Alors, on pourrait dire, oui, mais les gens dans les services spéciaux et renseignements sont tous paranoïaques. C'est vrai, c'est pour ça qu'ils sont en vie. Et j'ai essayé d'apporter un peu, et créer une sorte d'équilibre en fait entre cette paranoïa qui est, à mon avis nécessaire et du conseil, vraiment pragmatique à des gens qui en ont besoin, en fait. Merci Cyril. Jérôme, qui es-tu, que fais-tu? Hem, je suis utile. En tout cas, j'essaie de l'être et je crois que je suis commis pour ça et c'est là où je me sens le meilleur de moi-même et ça me rend plutôt heureux. Ce que je fais, outre un peu de consulting, un peu d'entretien en France, dans le monde, Abu Dhabi, New York, Mumbai. J'essaye de porter une fondation qui, est assez convenablement financée pour, financer la recherche scientifique sur, ce qu'on appelle la cryosphère. Ça doit parler, ici à l'école des mines, donc les pôles des glaciers, tout ce qui est plutôt blanc, plutôt froid, qui renvoie les rayons du soleil, qui évite que la Terre se réchauffe trop vite et que, le système, du monde en fait, ne permette plus la vie humaine sur Terre. Voilà ce que je fais. Merci. Merci pour cette introduction. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et dans le sens des mots. Parce qu'on a quand même un problème avec le langage, c'est que si je demande à chacun la définition de risque, on n'aura pas la même. Bon, donc je vous invite à forger vos propres définitions, mais on va écouter celles de Cyril et de Jérôme, peut-être pas toutes, mais celles que vous voulez. On a 5 mots-clés ce matin: risque, courage, bravoure, crise et résilience. On est à l'école, on pourrait passer 3 heures et faire une dissertation. On ne va pas faire ça. On va donner votre moins mauvaise définition ou commentaire sur ces mots ce matin. Cyril, tu veux attaquer sur le mot que tu veux, est-ce que ça t'inspire? Pour moi, le sujet ce matin, c'est le courage. Bon, c'est pas de moi, hein, mais les Grecs disaient que le courage, c'est le juste milieu entre la lâcheté et la témérité. Et il y a un autre grec, un grand philosophe grec, qui disait le milieu, c'est le sommet. Donc le courage, est-ce que le courage, pour moi, c'est ne pas être lâche, et en même temps, en étant lâche, on sait tous à peu près ce que c'est être lâche dans la vie. Être téméraire, c'est plus compliqué. Donc pour moi, le courage, ça serait être dans l'action, être confronté au réel,
avec une analyse de risque minimum utile, mais pas plus. On se sent happé par le devoir de faire. Et qui dit action dit confrontation au réel. Et est-ce que le courage, ça serait pas en fait notre appréhension de l'échec? Puisqu'en fait, on agit, l'être humain il est mal fait, donc il agit, il rate, il se plante, normalement il se corrige, il doit réagir, s'il ne réagit pas, on n'est plus dans le courage, on est dans la lâcheté. Après, il y a d'autres notions qu'on peut aborder tout à l'heure, mais moi je vais même plus loin, c'est que je pense que le perfectionnisme est une lâcheté. Parce qu'en fait, si on essaie toujours d'être parfait, d'avoir des calculs mathématiques parfaits pour agir, on n'agit jamais. Donc il y a un moment, on sent qu'il faut y aller et on y va. Merci. Jérôme, au choix dans cet éventail de mots, qu'est-ce que tu veux commenter ce matin? Peut-être que je vais essayer de rebondir sur la notion de courage. Tu m'as invité, Hélène, puisque le thème des entretiens cette année, c'est reprendre des risques pour reconquérir ses destinées. Tout le monde connaît bien sûr la différence entre destin qui ne nous appartient pas et destinée qui nous appartient et qui au fond est ce que l'on décide de faire. Et bien sûr, on a réfléchi sur cette notion de courage, c'est-à-dire de lien entre la prise de risque et le courage. Puisqu'en réalité, d'après ce qu'on a saisi en réfléchissant sur ces sujets-là, on n'est pas obligé d'être courageux lorsqu'on prend des risques. On peut prendre des risques de façon très raisonnée, très posée, de façon presque rationnelle, qui au fond engage un process avec une prise de risque qui est réduite. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont amenées à renouveler leur modèle, ce qui en quelque sorte peut être une prise de risque, mais qui en réalité est conduit dans le cadre d'un process très clair, qui associe très largement les actionnaires, la stratégie, les équipes, et qui, au fond, correspond à une évolution assez classique, assez normale. Et puis, bien sûr, parfois, il y a des prises de risques réelles qui sont des ruptures, qui peuvent engager un succès fantastique, puis bien sûr un échec très puissant. Je vous invite à aller regarder l'exposition qui est lancée ces jours-ci à Paris. Vous avez vu ça? C'est assez incroyable. Sur tous ces échecs que les entreprises, pour certaines, si vous voulez, s'en amusent aujourd'hui, puis d'autres les dissimulent, mais qui au fond font partie de la vie. Puisque bien sûr, l'échec fait partie de la vie. Et c'est sans doute ce qui rend beaucoup plus grand et beaucoup plus fort. Et d'un autre côté, il y a un moment de temps dans la prise de risque où le courage est engagé. Et c'est toujours une espèce de déclencheur sur lequel nous, on va réfléchir, qu'on n'a pas encore très bien compris. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. On a pris quelques orateurs de différents domaines pour essayer de mieux comprendre, pour approfondir cet instant très particulier où, au fond, dans une prise de risque calculée, on décide d'aller plus loin lorsqu'on a le choix. Et parfois, on n'a pas le choix. Et là, je dirais qu'on n'est plus dans un process classique de réflexion sur une prise de risque. On est face au danger, on est face à une situation donnée, on n'a pas le choix, il faut y aller, puisqu'au fond, c'est certes faire preuve de courage, mais en réalité, c'est aussi parce qu'une position en retrait est beaucoup plus coûteuse à nombre d'égards que le fait d'y aller. Donc je relativise toujours le courage par rapport à une situation donnée, un contexte, aussi par rapport aux personnalités, on évoquera cela. Il y a des personnalités qui sont plus à même d'être courageuses parce qu'au fond, elles n'auraient entre guillemets rien à perdre, dans des pays où il n'y a rien à perdre. Et au fond, on a le sentiment qu'elles sont beaucoup plus courageuses que d'autres, mais en réalité, elles ont tout à perdre. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la situation en France est très particulière, parce qu'on est basculé d'une époque des 30 Glorieuses où, au fond, on n'avait rien à perdre parce que la France avait énormément perdu en ressources humaines, en ressources économiques, en autonomie pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qu'ensuite on s'est engagé dans une période que chacun qualifie un peu de miraculeuse,
mais qui était une période où il y avait énormément d'argent disponible, très peu de ressources humaines et donc beaucoup de personnes pour pouvoir s'engager pour faire, et puis une espèce de solidarité et d'espoir qui a progressivement disparu à force que le monde s'est mondialisé, et de surcroît, bien sûr, que les acquis sont devenus plus importants que ce qu'il y a à acquérir. Et donc, par conséquent, beaucoup de choses ont été gelées, un processus s'est lancé, qui s'est illustré par le fameux principe de précaution, dont on salue aujourd'hui les 20 ans d'inscription dans le bloc constitutionnel, et les 30 ans d'apparition dans la première loi française qui parle de ce principe de précaution, et qui au fond était, pour un principe très noble au départ, très dévoyé de son objet, parce qu'il correspondait à un état d'esprit en France, mais pas seulement en France, dans un certain nombre de pays dans le monde où il y a plus à protéger qu'à conquérir. Donc, tout cela pour faire un panel assez général. De cette question, et merci Jérôme, parce que ça m'amène à cette question sur, pour vous deux, les dirigeants d'entreprise, du coup, aujourd'hui, ceux que vous voyez, ceux que vous côtoyez, sont-ils, selon vous, un, des bons ancêtres, et deux, bien équipés pour orienter, réorienter, transformer leur entreprise dans des directions viables et souhaitables selon la définition que vous voudriez en donner? Alors Cyril, on va peut-être commencer par toi, là-dessus. Les dirigeants que tu côtoies, donc est-ce qu'ils ont l'air d'être pour toi des bons ancêtres et est-ce qu'ils sont bien équipés ou pas? Et sur quoi? Alors, bien équipé, on va commencer par bien équipé. Moi, il y a une véritable évolution, enfin, en tout cas, je le vois par mon activité, il y a une véritable évolution depuis le Covid. Alors, c'est pas le Covid en lui-même, mais il y a une appréhension du risque différent que le risque financier, juridique, etc. On a une appréhension du risque qui est véritablement arrivée, le neurone a bougé. Et des choses différentes sont remontées à la surface, des risques géopolitiques qui influent automatiquement, par exemple, sur des transferts de matières premières, etc. Moi, je prends toujours un exemple, le monde de l'immobilier se retrouve confronté à une pénurie de bois pour faire des fenêtres, parce que toutes les fenêtres sont en bois. Mais personne n'avait pris en compte au niveau de cette structure économique tout ce qui se passait en Chine depuis des années, sur le refus de l'exportation, l'appréhension des bois à l'extérieur, etc. Mais tout ça, en fait, entre guillemets, il y a des gens qui y pensent, mais dans l'état d'esprit des dirigeants ou des chefs de structure de ces groupes-là, on ne prenait pas ça en compte. On se disait, il y en a d'autres qui font pour nous. Maintenant, ça, par exemple, c'est monté au cerveau et on se dit, oui, effectivement, il y a des risques auxquels on n'avait pas pensé, qui sont ni financiers, ni juridiques. Et on rentre maintenant dans des sujets de risque que moi je côtoie, où les dirigeants viennent nous consulter en disant, voilà, on a ces nouveaux paramètres, qu'est-ce que vous en pensez? Et ça, nous, on ne le voyait pas il y a encore 5-6 ans. Donc, OK, il y a le risque cyber, mais il y a le risque humain, il y a le risque réputationnel, il y a le risque de communication, il y a le risque institutionnel. On a des risques de pérennité, des risques d'image. C'est un peu comme la CSRD. On a des risques extra-financiers qui arrivent, qui en fait ont toujours été là, mais qu'on ne voyait pas effectivement parce qu'on le cachait, parce qu'il y avait de l'argent, parce que ce n'était pas le sujet. Et maintenant, ils arrivent et ils sont même souvent plus prégnants que le risque financier. Vous prenez une entreprise qui se prend un bashing. Tu peux détailler en 2 phrases peut-être l'exemple que tu partageais sur cette marque textile? Oui, vous prenez alors, c'est un exemple qui date un peu, mais on a une marque française de textile, de sous-vêtements, plutôt pour hommes, qui fait principalement des slips. C'est plutôt français, je pense que vous avez compris. Et qui se retrouve une fois confronté à quelque chose. Donc c'est une petite boîte qui marche très, très bien. Les gens s'entendent très, très bien. Il y a un week-end de cohésion, on va dire ça comme ça. Tout dans une sorte d'hôtel, bar, etc. On se prend en photo. Et il se passe absolument rien. Il n'y a pas d'alcool, pas de drogue, il n'y a rien. Et en début de semaine, il y a un des collaborateurs, avec l'autorisation de tout le monde, qui dit, est-ce que je peux poster sur mon fil d'actualité, je ne sais plus ce que c'était, Twitter, Insta, etc. Qui demande de publier une photo pour montrer à quel point c'était sympa. Donc il publie la photo de tout le monde au bar. Il n'y a pas de problème d'alcool, il n'y a rien. Et vous avez le soir un phénomène qui apparaît. Vous avez un haters qui fait slip français, c'est marrant parce que dans votre organisation, vous n'avez pas de noir. La boîte a failli couler.
La boîte a failli couler parce que pendant 15 jours, on est passé de 1 commentaire à 100, 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000. Et voilà, un risque que personne n'avait jamais pris, qui d'ailleurs n'avait pas lieu d'être. Il n'y avait rien à reprocher à la boîte. Donc je passe comment on sort de cette crise. Mais voilà, un nouveau risque qui n'est ni financier, ni juridique, et auquel les entreprises peuvent être confrontées alors qu'en fait, on peut quasiment pas s'y préparer. Voilà. Alors merci parce que ça fait une transition pour Jérôme qui est, bon, il y a plein de risques et pour autant, il faut aussi reprendre des risques en même temps. Peut-être reprendre en main sa destinée. Si oui, un peu comment, les dirigeants que tu côtoies aussi, comment ils y vont pas, là encore en mode photo, qu'est-ce que tu vois qui se dégage comme tendance? Est-ce qu'il y a des ruptures visibles voilà, dans leurs imaginaires ou dans leur pratique du leadership? Bon, alors, il y a bien sûr la donne assez importante de l'actionnariat dans une entreprise par rapport aux dirigeants qui modifient beaucoup la donne, à la fois sur la prise de risque et sur le temps long. Donc, plus l'entreprise est exposée au marché, plus en fait le risque est encadré. Quand je dis encadré, c'est encadré en termes de process, de telle sorte en fait que les actionnaires soient rassurés et qu'ils aient le sentiment que leur engagement ne sera pas dévalorisé. Et puis naturellement le temps long, puisque chacun connaît les rythmes des marchés, et le fait que l'actionnariat dépende, je dirais, d'actionnaires privés et que l'entreprise soit non cotée, modifie évidemment la donne. Donc au fond, les dirigeants est assez, on va dire, soumis à cette règle de relation avec ses actionnaires s'agissant des risques qu'il va devoir prendre ou qu'il va pouvoir prendre. Après, sur le dirigeant lui-même, moi j'ai observé que les dirigeants sont plutôt bien préparés à ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire la mondialisation des échanges, mais aussi de l'économie, le fait que les savoir-faire deviennent pratiquement équivalents dans tous les pays, que les attentes sur la formation de la valeur ajoutée qui soit localisée dans les pays devient générale, et donc que toutes les activités à forte valeur ajoutée, notamment les activités d'ingénierie, fassent l'objet de sollicitations de rapatriement. Et donc ce qui pose la question de la façon dont les groupes mondiaux s'organisent pour pouvoir répondre à cette attente, que je comprends parfaitement, qui est des attentes des États, et donc par conséquent qui appelle à modifier son organisation. Je me souviens d'un groupe d'ingénierie française assez connu, qui il y a 10 ans avait 50% de la formation de sa valeur ajoutée en France, et qui en a à peu près la moitié aujourd'hui. Simplement pour garder les marchés à l'étranger, et parce que l'une des conditions du maintien des marchés est le fait de faire travailler les ingénieurs dans les pays du marché en question. Donc la donne change. Donc dans ce cadre, est-ce que le dirigeant est très affûté par rapport à ces évolutions? Oui, il l'est. Et puis comme ça a été très bien dit, il s'adresse à des conseils pour pouvoir être éclairé sur des choses qu'il ne comprend pas très bien. Il ne comprend pas très bien souvent, parce qu'il n'a pas le temps de le faire, la façon dont un pays fonctionne sur le plan culturel, de sa culture, de ses règles. Et donc en soi, c'est une vraie prise de risque que d'arriver avec une forme d'ethnocentrisme qui fait qu'on risque de se faire balayer en quelques semaines parce qu'on n'a simplement pas compris comment ça marchait. Et donc aujourd'hui, je vois des dirigeants qui sont très prêts à écouter et à suivre les conseils. Donc ça, c'est vrai, ça a changé sans doute avec le Covid, mais aussi avec le fait qu'on a quitté cette espèce de vision d'un pays dominant dans un monde qui aujourd'hui a plusieurs pôles de domination. Et je ne dis pas que l'Europe n'en est pas un, puisque je pense que l'Europe en est un et qu'il est très fort. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils sont plusieurs à pouvoir revendiquer être un pôle de domination à l'échelle mondiale.
Et donc, du coup, c'est maintenant que la discussion s'engage. Merci beaucoup, Jérôme. Et ça me permet d'amener la dernière question ou éclairage. Pour Cyril, peut-être, parce qu'on parlait des autres pays, est-ce que tu souhaites faire un détour par l'Arménie et partager ce que tu observes? Et ou éclairer une question qui est le courage, c'est bien, et l'intuition, sans que ce soit seulement de la paranoïa, l'intuition aussi. C'est-à-dire, quelle est la place de l'intuition dans l'identification des risques ou dans la prise d'action, notamment? Comment on renifle le monde qui vient, si je le dis avec une phrase plus simple. Donc voilà, si tu veux éclairer un peu l'Arménie et un peu l'intuition. L'Arménie, je ne suis pas arménien. J'accompagne en partenariat avec quelqu'un, on tente une évolution et voilà, une exploitation là-bas en Arménie et avec le soutien du MEDEF. Et donc c'est un pays particulier, c'est un pays qui n'a rien, voilà, c'est du sable et des montagnes. Par contre, c'est un carrefour géopolitique. C'est pour ça qu'en fait, ils en prennent plein la figure en fait tous les 100 ans. Ils sont pas perses, ils sont pas arabes, ils sont pas chinois, ils sont pas occidentaux, ils sont pas russes, ils sont pas iraniens, ils sont un mélange de tout ça. Ils ont rien, du coup ils sont obligés de s'adapter. Tout le monde veut ce terrain parce que c'est vraiment le carrefour géopolitique et stratégique pour le tenir. Si on est là, en fait, on a un scope sur l'ouest, on a un scope sur l'est. Et le nord et le sud en même temps. J'ai constaté que c'est des gens, du fait qu'ils n'ont pas grand-chose et qu'ils sont obligés d'aller vite, eux n'ont pas du tout le regard sur l'Europe. Eux, leur regard, c'est Russie-Chine. Ne veulent pas trop entendre parler des Américains, même si les Américains sont énormément axés sur l'Arménie, pour plein de raisons. Et du coup, ils vont vite. En fait, ils vont comme ce qu'on aimerait ou comme ce que tout chef d'entreprise aimerait en France. Pas beaucoup de règles. Des rendez-vous qui sont ultra rapides. Vous pouvez en 2 jours rencontrer les patrons de toutes les boîtes. Un rendez-vous, ça dure 15 minutes. C'est pas parce que c'est court et qu'il n'a pas envie, c'est parce qu'en fait, c'est culturel. Donc, on n'y va pas en s'asseyant, en prenant un café. En 2 jours, on peut faire 19 rendez-vous avec que des grands patrons, ce qui est impossible en France. Les rendez-vous vont vite. Et eux, ils ont très vite compris qu'en fait, comme ils nous ont dit, nous, on n'a rien, on est obligé d'être gentil avec tout le monde. Mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas gagner. Du coup, ils créent une sorte d'industrie qui pousse. Il y a beaucoup de jeunes. Là, il y avait une sorte de salon de la tech. Alors, on n'est pas sur un salon de la tech à Francfort ou à Paris énorme, mais il était très très grand, très axé sur les jeunes et très axé sur la défense. Parce qu'effectivement, ils en prennent tout le temps plein la figure. Et donc, très axé sur la défense avec un nouveau modèle, c'est pas le sujet, mais un modèle de défense qu'on appelle low cost. C'est-à-dire, nous, on crée des missiles qui valent des millions pour détruire des drones de 1 500 €. Eux, ils créent des armées de drones à 150 €. Mais ils créent des usines complètes qui sont capables de sortir 300 000 drones par an, quoi. Voilà. Et axé sur la Chine, donc avec l'achat de matériel en direct là-bas, de la négociation là-bas, mais rien du côté européen. Et en fait, moins de règles, il y a quand même de l'argent, il y a une diaspora économique de l'extérieur qui protège un peu toujours son pays. Voilà, eux, ils sont dans une prise de risque mesurée et choisie. C'est-à-dire, ils savent pas vraiment où ils vont, mais ils savent en fait qu'il faut qu'ils avancent et il faut qu'ils se défendent. Alors, merci. Et donc, sur cette question de l'intuition, comment renifler le monde qui vient nourrit le courage et l'action du dirigeant? Alors, on en avait discuté. Moi, je reste persuadé que la plus grande des intelligences, c'est la culture générale. Donc, la meilleure des intuitions, c'est la culture générale. Et quand on a une idée, quand on a un truc qui se dit ah, ça, c'est là-bas où il faut aller, c'est là-bas où il faut aller tuer le dragon, il y a effectivement cette notion de prise de risque que moi j'appelle limitée, parce que alors ok, il y a les actionnariats et tout ça, mais si on fait une analyse complète des données, la prise de risque est tellement mesurée qu'en fait il n'y a pas de courage. On le fait parce qu'il faut le faire. Et le courage, c'est quand on n'a pas toutes les données, il y a un chouïa d'incertitude. Et le courage, c'est aussi de la durée. On agit dans la durée. La témérité, c'est on y va dans l'instant, on frappe. Le courage, c'est quand on entame une action, en fait, on ne peut plus l'arrêter. Il faut qu'elle dure parce qu'il faut la pérenniser. Et l'intuition dans ce cadre-là, pour moi, c'est peut-être que dans quelques années, pour l'instant, on dit que c'est un truc magique qu'on a dans le cerveau. Peut-être que dans quelques années, la science nous démontrera qu'on a une fonction interne.
c'est pour moi un énorme serveur avec énormément de données qui vont à une vitesse de fou. Et quand on est confronté à une situation, ah bah, on a un flash. Et ce flash-là, en fait, c'est de l'appréhension de données, avec une sorte d'algorithme qui tourne derrière et qui nous dit, bah voilà, je prends cette décision et on ne sait pas pourquoi. Mais en fait, si, on sait pourquoi. On a analysé de la donnée, on a analysé des cas concrets, un panel d'expériences, etc. Il y a des gens qui s'intéressent beaucoup à l'intuition et c'est très surprenant, ce sont les pompiers. Les pompiers font énormément de tests du fait de la gestion de crise, ils travaillent sur ces sujets-là. Ils font énormément de tests avec des gens, ou les forces spéciales, mais surtout les pompiers, avec des gens mis ou des groupes complets mis en situation extrême, et on analyse leurs réactions. Et souvent, quand on dit par exemple au chef d'équipe, mais pourquoi tu as pris cette porte alors qu'il y avait le feu et pas, il dit je sais pas. Et en fin de compte, c'était la bonne porte qu'il fallait prendre. Moi, je l'ai vécu à titre personnel sur des missions militaires. Pourquoi on a fait ça? Je sais sincèrement pas, j'ai une sorte d'élan qui me pousse à le faire. Si on rationalise et qu'on en parle à sa hiérarchie au-dessus, donc à ses actionnaires, on m'aurait dit jamais. Et pourtant, on l'a fait et ça marche et on n'était pas capable de l'expliquer. Et moi, je pense qu'en fait, c'est juste beaucoup d'expérience, lire beaucoup, avoir un panel de connaissances qui sort du cadre en fait, de ce qu'on fait. Moi, je pense qu'on peut lire un bouquin de philosophie, un bouquin de poésie et pouvoir aller faire la... Eh ben merci pour cette conclusion intéressante. Jérôme, un mot de la fin sur ça? On va lire encore plus de philosophie et de poésie. Vous mettez de l'eau à notre moulin HLU sur 2 plans et je vous en remercie. HLU est en train de lancer un superbe projet de recherche sur la biologie de l'intuition avec le CNRS. Parce qu'effectivement, on va essayer d'étayer et de post-rationaliser tout ce que tu viens de décrire qui est très juste et qui n'est pas tellement documenté en fait scientifiquement. Et deuxièmement, lire, puisqu'on lance le prix du livre HLU le 26 novembre, dont je vais reparler tout à l'heure. Lire est d'utilité publique, ça fait du bien, mais surtout c'est très utile. Bien, merci à tous deux pour ce témoignage. Merci. Merci. Je vais donc inviter Sébastien Lagorce à me rejoindre. Sébastien, je peux peut-être te présenter, le temps que tu mettes ton micro, de manière informelle, comme un vieux partner in crime. Ça fait un moment qu'on se connaît. J'attends que tu sois pleinement muni d'un micro et que tu prennes place. On va faire une transition qui est un espèce d'interlude sur la résilience. Et si l'inattendu arrivait, alors c'est déjà arrivé d'ailleurs l'inattendu, hein, qu'est-ce qui se passe quand finalement c'est la grosse crise et que ça craque? Et c'est quoi la résilience des personnes et des organisations? Donc pour parler de ces questions de résilience, j'ai invité Sébastien, tu es responsable de la prospective à la Croix-Rouge française. Et tu as aussi fait beaucoup de missions de terrain, notamment une récemment à Mayotte, après le passage du cyclone à Mayotte. Chido. Et donc, tu vas nous éclairer avec ces 2 casquettes, un cerveau et des tripes. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que la question de la résilience, c'est pas juste des méthodes de résilience, ça se saurait d'ailleurs, c'est de la psychologie, du cœur et des tripes aussi. Voilà. Donc, c'est ma petite introduction. Je vais te passer la main. On va écouter Sébastien qui a des choses à nous partager sur la résilience ce matin. Les 2 premières questions que tu m'avais demandé de préparer, c'était de présenter la Croix-Rouge et je vais le faire. Puis la deuxième, de réagir au panel précédent. En fait, si tu veux bien, je préfère inverser. Parce que j'ai vraiment adoré la définition de bon ancêtre. Je trouve qu'il transpirait beaucoup des 2 intervenants. Et qui, moi, m'anime énormément. Et la question que je me pose au quotidien, pourquoi j'ai rejoint la Croix-Rouge, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, je décide de partir à Mayotte, c'est pour essayer d'être utile, vu ma mission de prospective, pour les personnes qui sont sur le terrain ou nos contemporains, mais aussi pour les générations futures. Et en fait, tout mon engagement personnel, qu'il soit professionnel ou dans ma vie privée de bénévole, tient dans cette volonté d'être un bon ancêtre. Donc, merci déjà aux 2 intervenants et merci à toi de nous rappeler le livre. Du coup, je pense que tu m'as déjà assez présenté. Donc, juste la prospective au cas où, penser les futurs, imaginer des futurs possibles, non pas pour faire Madame Irma et essayer de deviner ce qui va se passer. J'aurais déjà gagné à Euromillions si j'étais capable de faire ça, mais plutôt pour essayer d'éclairer les décisions, et notamment les décisions stratégiques,
qu'il faut être capable de prendre pour une organisation. On pourrait aussi l'appliquer à un niveau plus personnel, mais en tout cas pour une organisation. Donc ce n'est pas quelque chose à faire, mais quelque chose à agir en fait dès maintenant, si je veux dire. Donc, hop, celle-là, c'était moi en gros plan. On va la mettre de côté. Peut-être pour vous présenter la Croix-Rouge, donc vous avez Henri Dunant, que j'ai un tout petit peu stylisé pour la présentation. Donc on est né, nous, Croix-Rouge, donc mouvement Croix-Rouge et la Croix-Rouge française, sur un champ de bataille. À Solferino, en 1859, puis la création en 1864, avec cette volonté extrêmement vive, presque animale, de porter secours, d'aider, mais aussi de faire en sorte que ça n'arrive plus, que ça n'arrive plus de la même manière, d'améliorer les futurs conflits et la situation des personnes lors des futurs conflits. Le mouvement Croix-Rouge et le CICR, donc le Comité international de la Croix-Rouge, ont donné naissance aux conventions de Genève, qui sont, d'une certaine manière, le droit international humanitaire, dont on entend beaucoup parler ces derniers temps dans les médias. Et donc, nous, notre mission fondamentale, Croix-Rouge française, c'est de protéger et relever sans condition les personnes en situation de vulnérabilité et de construire avec elles leur résilience. C'était déjà présent à Solferino, d'une certaine manière, et ça l'est encore plus aujourd'hui. Alors, heureusement, je ne sais pas si vous pouvez toucher du bois pour moi, parce que j'en ai pas à proximité. On n'est plus depuis 1945 ou 1962, selon le périmètre qu'on prend de la France hexagonale ou pas, mais en tout cas, on n'est plus en situation de guerre sur le territoire national en France. Et donc, tout l'enjeu pour une organisation comme la Croix-Rouge, c'est de conjuguer ce temps de guerre, qui est notre mission fondamentale, d'agir en auxiliaire des pouvoirs publics en lien avec le Comité international de la Croix-Rouge, comme le fait aujourd'hui par exemple la Croix-Rouge ukrainienne, et donc de conjuguer ce temps-là avec le temps de paix, qui est notre temps actuel. On pourra en discuter après sur l'évolution de ce que ça signifie, pour être prêt. Être prêt d'un point de vue humain, d'être formé, d'avoir des personnes qui sont mobilisables, qui ont les compétences pour agir, qui sont prêtes à agir, d'avoir la confiance de la population, la confiance des pouvoirs publics. Et donc, on a développé tout un tas de missions que vous connaissez aujourd'hui. Donc, désolé d'être un petit peu long avant d'arriver sur le quoi exactement que ce qu'on fait. On intervient beaucoup sur les catastrophes naturelles, beaucoup sur les publics qui sont en situation de précarité et de vulnérabilité, parce que ça nous permet de répondre, on espère le plus tard possible ou jamais, à notre mission fondamentale, de maintenir ce niveau de préparation. Voilà. C'est génial pour qui est la Croix-Rouge nous attend et voit ce que vous faites. Est-ce que tu peux du coup maintenant nous éclairer sur la résilience? Qu'est-ce que c'est? Et est-ce que ça s'apprend? Je crois qu'on sait que la réponse c'est non, mais est-ce que ça s'entraîne? Et qu'on aille un peu dans, c'est ça, les approches, la boîte à outils, tes constats, tes recommandations pour entraîner la résilience des personnes et des organisations quand ça part de travers ou après que ce soit parti de travers? Bon, il y a plein de définitions de la résilience, il y a des débats, est-ce qu'on revient à l'état antérieur ou pas? Disons simplement que c'est la capacité à faire face. Pour moi, de mon point de vue, ça résume assez bien le concept, sans forcément revenir à une situation antérieure, mais déjà d'absorber le choc qui arrive. Donc déjà, voilà pour la petite définition. Ensuite, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est aussi une résilience à quelque chose, à un événement, à une situation. Et donc c'est là où je ne vais pas répondre directement tout de suite à ta question, et peut-être rentrer par à quoi on fait face aujourd'hui. Alors, si le slide précédent avec Henri Dunant était d'un style douteux, celui-ci est quand même vachement mieux fait, tout simplement parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est notre designer. On s'est posé la question avec Milan, que je salue s'il nous regarde en replay, en gros des grands risques, des grandes crises qui pourraient, externes, qui pourraient venir bousculer l'action de la Croix-Rouge française. Je vais promis pas passer un par un sur tous les petits points qu'on a mis déjà, parce que c'est pas exhaustif, et puis ensuite parce que voilà, j'ai pas les moyens de payer une session de psy à tout le monde. Bon, il y a des choses qu'on connaît tous, les dérèglements climatiques. Le climat,
l'augmentation, l'intensification, la diversification des catastrophes naturelles, ou en tout cas des catastrophes issues de l'activité humaine. Il y a 7 limites dépassées, bien sûr. Ah bah voilà, bah, il faut que je le mette à jour. Merci de nous plomber encore plus le moral. La question aussi forcément des tensions géopolitiques est hyper importante aujourd'hui. Je pense qu'on le voit. Il n'y a jamais eu autant de conflits, même si on parle de 3, 4 conflits éventuellement. En fait, le CICR en dénombre plus de 120. 120 conflits. Alors certains durent depuis longtemps, mais c'est quand même un chiffre dont on n'a pas forcément idée, tant le prisme médiatique zoome sur certains. Ces tensions géopolitiques, en fait, elles nous bousculent, elles bousculent le citoyen, elles bousculent les organisations, elles bousculent, du coup, j'imagine, les dirigeants. Je pense qu'il suffit de regarder ce qui s'est passé dans l'actualité ces derniers mois, même ces dernières semaines, en fait, pour constater que on est percuté directement, on n'est plus dans des projections prospectives à long terme. Là, en fait, la prospective se fait presque, on va dire, à l'échelle de la semaine maintenant. Donc, il y a quand même quelque chose un changement de paradigme assez fort, y compris, je parlais du droit international humanitaire, dans son questionnement, sa remise en cause par certains acteurs, alors même qu'on n'en a jamais eu autant besoin, et on le voit partout. Je ne vais pas tout passer en vue, juste peut-être la question de la société sous tension. Je ne sais pas si vous avez vu l'étude Fracture française qui a été publiée il y a 2 semaines, environ 10 jours. Il y a eu avant les travaux du Jérôme Fourquet, puis en fait, bon, voilà, il y a un certain nombre de travaux maintenant. On vit dans une société qui est fortement polarisée, dans une société qui peut se radicaliser sur certains aspects, dans une société où l'intime, en fait, est devenu une manière de se définir vis-à-vis de la politique, ce qui fait aussi que le débat devient plus compliqué, puisqu'en fait, au bout d'un moment, c'est plus une idée qu'on vient questionner, c'est la manière dont je me définis moi-même. Et donc, dans cette société sous tension, de la méfiance, pas que envers le pouvoir politique, même si on en parle beaucoup en ce moment, y compris envers autrui, comment est-ce qu'on fait lien? Et alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu montrer ce slide? Déjà pour montrer qu'en fait tout ça est interconnecté. Et puis surtout parce que face à toutes ces crises possibles, face à toutes ces tensions, ce qu'on appelle des crises systémiques, il y a un critère qui est fondamental, une chose sur laquelle il faut vraiment investir, c'est le lien. Le lien social, l'entraide, et donc la capacité à vivre ensemble, à faire ensemble. Et donc, enfin, Alors justement, si on va relativement droit au but pour du coup accompagner la résilience des personnes, voire même l'entraîner, tu dis un des basiques bien sûr c'est le lien, un autre c'est l'entraînement. Est-ce que tu veux nous partager ce magnifique outil et dispositif d'entraînement, en Alors, tout cas de oui, Quick Pep, pas tout de suite. Pas tout de suite, alors vas-y. Pas tout de suite parce que d'abord il y a les basiques. Ouais, vas-y. Les basiques, c'est s'informer, se former. Qui parmi vous, alors en ligne, ne levez pas la main, mais qui a son PSC, sa formation de premier secours? Voilà, sa formation de premier secours, voilà, il y a plusieurs mains qui se lèvent, ok. Donc, formez-vous, c'est la base. Ensuite, surtout à l'échelle des organisations, préparez-vous. Typiquement, alors du coup, j'avais prévu des slides avant, tac, 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 je passe, pam. Se préparer, c'est par exemple préparer un sac de survie, le fameux katakit. S'il se passe quelque chose, peu importe, être capable d'avoir un sac à disposition. Il sera trop tard le moment venu. Donc, c'est quelque chose qu'on promeut. On peut même faire des ateliers. Sur notre site, vous avez l'infographie détaillée. Là, j'ai juste mis l'image. C'est hyper important de se préparer. Et puis aussi, s'entraîner. Et promis, j'arrive petit à petit à ta question. Faire des exercices avec les autres entreprises de votre territoire, avec les autorités, avec les associations qui sont à proximité, c'est travailler des réflexes, travailler des manières de faire, voir là où ça chope. Être sûr d'avoir les numéros de téléphone pour pouvoir joindre les personnes. Ah, et comment on fait si, malheureusement, le téléphone ne fonctionne plus? Et là, tu vois que j'y arrive. C'est qu'il y a une chose qu'on a aussi voulu travailler qui fait écho à ce que vous disiez sur l'intuition tout à l'heure. C'est une conviction très très forte, la capacité à faire face à l'incertitude et à l'inattendu. Je vous ai montré le grand schéma avec plein de crises possibles.
En fait, si j'ai une seule conviction dont je suis sûr et je suis prêt à mettre ma main à couper, c'est que le monde de demain sera incertain et qu'on n'est pas capable de dire précisément à quoi il va ressembler. Alors, on peut avoir des idées, des pistes, mais naviguer en incertitude devient un prérequis obligatoire. Et donc, on a créé ce petit jeu. C'est un atelier, en fait. On l'a, voilà, bah, tant pis pour la consigne, pour la notice. On l'a mis en jeu de cartes. Donc, on a envisagé et imaginé les crises les plus plausibles, mais exagérées possibles. Donc, par exemple, et alors Hélène a eu l'occasion de faire un atelier là-dessus, la France, en je sais pas, hiver 2027, par exemple, connaît ses premières émeutes de la faim depuis 1947. Alors là, on se dit, non mais quand même, Sébastien, t'exagères, des émeutes de la faim. Et si? Donc c'est un exercice de prospective classique. Et si? Et en fait, pourquoi on fait ça? On fait ça parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'est passé en janvier-février 2020. Il y avait un petit virus qui circulait dans des pays dont on avait peu de considération, hein, en tout cas dans les médias, hein, parce que bon, il y avait ces pays qui étaient loin, sans doute un peu sous-développés, hein, la Chine, bon, alors déjà, quelle erreur de lecture et d'analyse de ce pays, mais vraiment, on avait une logique, on déconsidérait ce qui se passait là-bas. Puis alors, nos voisins italiens, on aime bien s'attaquer aux Anglais, mais alors là, côté italien, c'était des pays du Sud qui n'étaient pas capables de gérer une grippe, ils ne sont pas organisés, non mais vraiment, qu'a-t-on pas entendu sur nos autres humains voisins ou plus éloignés sur la capacité à gérer cette crise? 2 semaines plus tard, on était confinés, quoi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'on a réagi comme ça? C'est pas juste parce que les médias aiment le buzz ou parce que il y aurait une forme de pédanterie française. Pas du tout, en fait. C'est que nos cerveaux fonctionnent et raisonnent par rapport à ce qu'ils ont déjà connu. La dernière grande pandémie qui a touché l'être humain en France, qui a vraiment bloqué le pays, bah, c'est la grippe espagnole du début du XXe siècle. Il y a eu d'autres cas. On a parlé de la grippe aviaire, on a parlé de H1N1. Pour ceux qui ont des liens avec l'Afrique, il y avait Ebola, etc. Mais concrètement, ça n'a pas bousculé le mode d'organisation. Donc en fait, vu qu'on n'a plus forcément de grands-parents ou de parents pour nous raconter ces histoires-là, notre cerveau regarde en arrière et qu'est-ce qu'il voit? Non, mais c'est une grippe. Ça peut être qu'une grippe, de toute façon. Bah, je peux vous assurer que là, pendant les 2 générations qui viennent, si jamais la situation devait revenir, vous ne penserez pas à la grippe, vous penserez au Covid. Parce que vous l'avez connu dans votre chair. Et donc, toute l'idée, ce n'est pas de prévoir des crises avec précision et d'avoir sous le coude tous les processus d'action pour toutes les crises possibles. On en a certains à la Croix-Rouge française, des méthodes d'action, mais on ne va pas tout prévoir. Par contre, de préparer notre cerveau à l'impensé. Et donc, on a une 50aine de petites crises comme ça, et autopromotion, voilà, on anime cet atelier. Et je crois que les étudiants d'ailleurs des mines qui nous accueillent l'avaient suivi et avaient vraiment bien aimé. Ouais. Merci Sébastien. Est-ce que tu veux une phrase de conclusion? Moi, je comprends que tu dis il ne faut pas attendre que ce soit trop tard, bien entendu. Il vaut mieux se former, s'informer, s'entraîner. C'est un peu du bon sens dans un monde très incertain. Et pour un dirigeant, une entreprise, tu dirais la même chose, c'est-à-dire y compris au sein d'une entreprise? Bien sûr. Faisons pareil. Et du coup, informez-vous, formez-vous, préparez-vous, entraînez-vous. Il y a les Journées nationales de la résilience tous les 13 octobre. Vous avez le SGDSN, alors désolé pour les acronymes, Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, qui a diffusé la stratégie nationale de résilience, qui peut vous donner énormément d'informations. Sur le site de la Croix-Rouge, vous allez retrouver énormément d'informations aussi. Donc, n'hésitez pas à contacter les acteurs de votre territoire si vous souhaitez faire des exercices, si vous souhaitez faire des formations. Honnêtement, c'est hyper important, mais je veux vraiment réinsister, surtout ici, sur le lien, en fait. Et parce que l'entraide, j'avais mis quelques petits slides de catastrophe on est bientôt aux 10 ans des attentats du 13 novembre. Naturellement, l'être humain va aller vers l'entraide. Mais ça se travaille. Et si vous ne connaissez pas votre voisin de palier, par exemple, vous n'allez pas penser qu'il faut l'aider. S'il y a un incendie, vous allez prendre l'enfant, le sac, le chien, et hop, vous descendez. Par contre, si vous savez que vous avez une personne qui a des problèmes de mobilité, qui peut-être entend moins bien, respire un petit peu moins bien que vous,
que potentiellement, en fait, juste vous la connaissez, elle vous a offert des gâteaux un jour. Désolé pour les clichés, mais bah, vous allez prendre, pareil, le sac, l'enfant, le chien, sauf qu'en descendant, vous allez crier, taper, parce qu'en fait, ce sera un réflexe pour vous. Mais si vous ne connaissez pas ce voisin-là, vous ne le ferez pas parce que vous n'y penserez même pas. Donc, c'est hyper important de travailler sur ces liens-là, sur le lien social, et c'est grâce à cela que l'entraide peut vraiment émerger. Et il y a des études qui ont été menées au Japon après Fukushima sur des villages de pêcheurs et avec des taux de mortalité assez différents et des dégâts assez différents. Et en fait, ils ont constaté que en gros, le seul critère différenciant, alors ça n'est pas prouvé précisément que c'est ça, mais le seul critère qui était différenciant entre les deux villages, c'est pas la vitesse de la vague, ni sa hauteur, bon, c'est la qualité du lien social. Est-ce qu'il y a une vie associative avant? Est-ce que les gens se connaissent? Est-ce qu'il y a une animation de ces communautés? Donc le lien, et surtout en ce moment, c'est hyper important. Bah, merci. Au moins, là, on a une conclusion claire qui va rester de mes services. D'accord. Merci. Après cette interlude résilience pour se secouer un petit peu et se mettre en situation d'inattendu, je vais inviter le panel suivant, Michael et Michel, à me rejoindre. Ah oui, j'avais mis Petit saut. Alors, le temps que vous installez, pour ceux qui sont avec nous dans la salle, Michael et Michel, on va parler de plein de choses, mais au prisme de paroles de dirigeants. Vous êtes tous les deux dirigeants en poste, en exercice, mais dans des situations très différentes et très contrastées, et c'est ce duo très contrasté qui nous intéresse. Et donc, de la parole et du vécu et du franc-parler, ça, je sais que vous en avez tous les deux. Le thème, c'est est-ce que les strates de gouvernance sont prêtes à investir dans l'anticipation des crises et dans la résilience? Est-ce qu'ils sont prêts à investir? Enfin, on a essayé de choisir les mots. C'est ça le titre, mais vous direz ce que vous voulez comme d'habitude. Alors, pour vous présenter en 2 mots, et on va compléter bien entendu ces présentations, Michael, tu es directeur de l'innovation et des partenariats pour Alstom, chez Alstom. Tu diras si c'est pour Alstom ou chez Alstom. Et Michel, tu es dirigeant, entrepreneur, président, fondateur de Janus France, qui est une belle entreprise à mission, qui est une entreprise de menuiserie-serrurerie basée dans l'Oise, famille TPE-PME. Tu as été avant président du Centre des jeunes dirigeants. Donc, au-delà de ta fonction actuelle, tu as aussi une réflexion sur comment les dirigeants de TPE-PME adressent ces questions et comment il faudrait qu'elles les adressent. Donc, vous avez compris qu'on a 2 témoins, grands groupes PME, volontairement très contrastés, par rapport à tout le paysage des risques déjà visibles aujourd'hui et de ceux qui viennent, se questionner sur est-ce qu'on est en train d'anticiper suffisamment, est-ce qu'on est en train d'investir, de transformer, de reconfigurer telle ou telle entreprise, telle ou telle chaîne de valeur, telle ou telle offre. Alors, on va commencer par Michael, puisque beaucoup de choses ont été dites en fin de la table ronde 1, notamment sur le côté assez déterminant de la structure actionnariale et de qui a le pouvoir de faire quoi ou qui devrait prendre le pouvoir pour faire quoi. Et donc, on a eu un long échange préparatoire où tu as partagé ton vécu, tes interrelations avec la direction des risques, avec la direction de la stratégie, avec le COMEX, avec les administrateurs. Au fond, est-ce que ça peut bouger? Si oui, ça bouge sur quoi? Et si ça ne bouge pas, quels sont les freins systémiques et ou personnels à ce changement à hauteur des enjeux? J'essaie de me rappeler tout ce qu'on a dit dans la préparation. Oui, alors peut-être, ça n'est pas dans mon titre, mais je suis à la direction de la stratégie, et donc je dépends d'un des membres du COMEX qui est notre Chief Strategy Officer. Et je suis aussi en charge de la prospective, et on porte le sujet de la résilience au sein du groupe. Donc ça reboucle avec tout ce qui a été dit. Moi, je dirais qu'il y a une chose qui est souvent, et c'est très spécifique aux grands groupes, qui n'est souvent pas dite, c'est que si je me projette dans ma carrière de jeune chargé de projet en innovation il y a 25 ans à aujourd'hui, au fur et à mesure qu'on monte dans la hiérarchie, on a accès à des informations qu'on n'avait pas. Et notamment, on comprend mieux certaines décisions, comme la table ronde était aussi beaucoup autour du courage. Des fois, on attribue à un manque de courage quelque chose qui est en fait un manque d'information, de compréhension globale du sujet de la part de la personne qui porte le jugement. Et par contre, quand on monte aussi dans les... Et moi, je suis un fan des théories des organisations d'Henri Mintzberg. Quand on monte dans les organisations, on s'aperçoit qu'il y a des strates. Il y a une strate opérationnelle, il y a une strate, on va dire, middle management à laquelle j'appartiens, même si je suis sur le haut du middle management. Et puis, il y a une strate comité exécutif
qui voit beaucoup de choses et qui, elle, et c'est pour en revenir à ta question, celle-là, en fait, elle a un énorme problème qu'on voit tout le temps en innovation, qui est le dilemme exploitation-exploration. C'est-à-dire qu'en fait, elle doit exploiter un business model actuel, satisfaire les actionnaires, comme disait Cyril, parce qu'elle est jugée, nous on est jugé au trimestre, au quarter, hein, donc on publie des résultats, on surveille les cours de la bourse, et en même temps, elle doit préparer l'avenir. Et ça, c'est complexe parce qu'en fait, on est souvent amené à prendre des décisions qui vont hypothéquer le présent, ou en tout cas qui vont endommager le présent. Et c'est très fort aujourd'hui en politique, hein. On le voit quand on a un homme politique qui est drivé par les sondages et sa popularité. Il est incapable d'investir pour l'avenir, de prendre des décisions aujourd'hui qu'il pénaliserait sur son budget pour construire le monde de demain. Bah, c'est pareil pour les entreprises. Et on dit généralement qu'une entreprise doit consacrer 2% de ses ressources, 1 ou 2% à l'exploration, donc aux activités de prospective, d'innovation, et 98 ou 99% à l'exploitation. Et le drame, il est là, en fait, dans la bonne articulation pour moi. Alors, j'ai noté, au droit de la théorie de Binsberg aussi, un deuxième principe que tu m'avais commenté, qui est le phénomène « j'ai intérêt à ne pas prendre de risques pour être promu ». Est-ce que tu peux commenter celui-là? C'est pareil, c'est dans ma famille de middle manager, hein, tout le monde connaît les silos, et qui s'expliquent très très bien, donc il y a des silos dans toutes les organisations. Et donc, en fait, j'ai beaucoup bougé dans beaucoup de grands groupes, et donc j'ai toujours trouvé ça. Et quand j'étais chez PSA Peugeot Citroën, aujourd'hui Stellantis, on appelait ça les indicateurs pastèques. Donc, ils sont rouges à l'intérieur, ils sont verts à l'extérieur. En fait, le middle manager, en fait, il voit, on va dire, désolé pour le langage, mais la merde en fait qui se passe en bas. Et il sait que pour être promu, il faut qu'il annonce des bonnes nouvelles. Et donc, en fait, ce qu'il va chercher à faire, c'est d'essayer de créer des silos dans lesquels il est seul décisionnaire ou responsable de ses actions, il va consolider ses budgets, et il va avoir tendance à raconter un peu des histoires enjolivées. Et je pense, c'est pas démontré scientifiquement, que nos grands dirigeants, donc le comité exécutif, a été sélectionné sur sa capacité à se projeter au-delà, à prendre des décisions, à avoir du courage, mais il y a quand même toute une strate en dessous de lui qui va lui raconter des informations qui ne sont pas complètement exactes. Et souvent, en fait, on a nos grands dirigeants qui décident sur des informations inexactes ou partielles. Alors, je l'ai sous-titré en « il y a un effet de plafond de verre de remontée d'infos et un effet de stérilisation d'infos que tu viens de nous expliquer. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit propre. » Il y a une petite anecdote dont je ne t'ai pas parlé, qui m'avait fait beaucoup rire. Donc, j'ai eu un passé, alors pas politique, mais j'étais au cabinet d'Alain Rousset, le président de la région Aquitaine. J'étais son conseiller en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc, les cabinets, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, mais une des fonctions, c'est d'écrire les éléments de langage pour les discours, alors des ministres, des députés. Et en fait, on reçoit des notes des services, donc de la fonction publique territoriale, et donc ils mettent un petit acronyme S/C, qui veut dire sous couvert de. Et un jour, je devais préparer un discours, et là, j'ai reçu une note d'un chargé de mission. Il y avait écrit sous couvert du chef de service, sous couvert du sous-directeur, sous couvert du directeur général adjoint, sous couvert du directeur général des services. J'ai lu la note, il n'y avait rien dedans, en fait. Elle était tellement stérilisée et donc ces informations qui manquent empêchent de prendre des bonnes décisions. Alors, merci. Et tu as dit, je complète ton propos sur « j'ai intérêt à ne pas prendre de risques » pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer, et y compris sur les processus RH, c'est-à-dire que sur les équipes innovation ou prospective, il y a les mêmes processus RH, les mêmes systèmes de récompense ou de promotion que sur les forces commerciales, et donc des sanctions en cas d'échec. Et tu dis ça, c'est absurde, parce que comment on peut innover et prendre des risques si on a les mêmes processus RH pour ces fonctions-là? En fait, on duplique les processus des activités d'exploitation dans les activités d'exploration. Et donc, ça ne marche pas très bien. Et finalement, dans les grandes organisations, ceux qui réussissent, ceux qui connaissent le succès, en fait, ils vont être récompensés naturellement. Et ceux qui échouent, dans la mesure où ce n'est pas lié à des erreurs, ça a été dit dans les tables rondes précédentes, où c'est lié à des prises de risques connues, vues, anticipées et préparées, il faut leur donner un moyen de recommencer. Sinon, s'ils se font taper sur les doigts comme ceux qui ont échoué, on va dire, sur des activités plus classiques, ils ne recommenceront pas. Alors après, tu dis sur l'info juste, au-delà du fait qu'elle soit stérilisée, tu mettais le doigt sur le fait que souvent les processus de cartographie des risques sont formalisés, de l'ordre de la compliance et finalement du court moyen terme, et que ça fait pas forcément émerger les risques ou l'incertain ou l'improbable en rupture qu'on a décrit tout à l'heure. Donc ça, c'est aussi un point que tu m'as partagé, mais je voudrais qu'on en illustre deux autres. La culture et les personnalités, parce qu'on est là pour parler aussi de leadership individuel. Tu dis les gens de Comex, potentiellement, il n'y a pas de jugement moral dessus. Ils sont peut-être, un, mal informés, deux, dans un système un peu bizarre. Mais au-delà du système, les personnalités et la culture, tu m'as dit, les Américains, c'est pire, ils ont un ego surdimensionné, ils sont surconfiants.
Est-ce que tu peux commenter ça? Ouais, on parlait risque, prise de risque et courage. Donc moi, j'ai passé 2 ans aux États-Unis et en fait, c'est un monde qui est très différent d'un point de vue culturel. Là aussi, ça a été dit précédemment, hein, on ne peut pas débarquer avec notre vision franco-française dans ces mondes-là. En fait, on dit souvent, mais il y a une culture du risque aux États-Unis. Enfin, mon expérience à moi, et je l'ai vu à travers l'éducation que mes enfants ont reçue, quand bien même c'était au lycée français de New York, en fait, l'éducation positive américaine fait que les Américains sont overconfident, comme ils disent. En fait, ils sont tellement sûrs d'eux que c'est pas qu'ils voient un risque et qu'ils y réfléchissent et qu'ils ont le courage de l'affronter, c'est qu'en fait, ils ne voient pas le risque. Ils se disent: «On est tellement bon, on est tellement fort qu'en fait, ça va passer» et je vous projette, essayez d'être manager, avec des Américains. C'est horrible parce qu'en fait, on ne peut pas leur dire qu'ils se sont trompés. C'est impossible, sinon on a les RH sur le dos, c'est du, qu'on appelle ça, du bullying et cetera. Donc en fait, comme on leur dit jamais qu'ils se trompent, ils pensent qu'ils sont infaillibles et donc en fait, ils affrontent, ils prennent des risques inconsidérés, ils affrontent le monde, comme si, ils étaient infaillibles. Alors, ça, c'est passionnant au plan culturel. Et après, on va faire un petit focus sur la biologie et la survie de l'espèce. Alors, on a 2 choses à partager avec vous tous. Une clé de lecture, on reviendra sur la biologie avec Chloé à la fin, en réaction, mais sur la biologie de l'espèce, tu m'as parlé d'effets darwiniens. Tu m'as dit les dirigeants actuels qui ont été sélectionnés, qui sont aujourd'hui en poste, sont adaptés au monde d'hier. C'est assez violent. C'est pas faux d'un point de vue darwinien. Est-ce que tu peux donc nous dire pourquoi ça marche pas? Enfin, Oui, alors en fait, c'est pas de moi, c'est Marc-André Sellos en fait qui parlait de ça et donc je reprends ce que disait Cyril qui était la quintessence, de ses parents et en fait, si on est là, c'est parce que alors d'un point de vue biologique, mais aussi d'un point de vue, je pense enfin, c'est l'inné à la fois et l'acquis. On est là parce que nos parents ont réussi à se reproduire et quelque part, nous ont éduqués parce qu'ils étaient adaptés à leur monde. C'est pour ça qu'ils se sont reproduits, voire même, ceux des grands-parents, puisque comme on se reproduit assez jeune, il y a peut-être pas encore un effet de sélection, très fort, sur des personnes de 20-25 ans. Et donc, quelque part, d'un point de vue biologique, l'être humain n'évolue plus beaucoup, donc c'est pas vraiment ça, mais d'un point de vue culturel et la façon de penser, finalement, on vit dans le monde d'aujourd'hui avec l'éducation d'hier. Et c'est ça qui est complexe. Donc on est sélectionné pour s'épanouir dans le monde d'hier, en fait. ouais, alors je rajoute un frein et après on va aller vers des trucs plus positifs, hein. Il y avait quand même aussi un frein que je voulais évoquer qui était, tu disais, les jeux perdant-perdant et le dilemme du prisonnier. Un gros acteur Alstom avec ses concurrents internationaux est dans une filière. Il y a le problème de qui va faire le premier changement. Ou plutôt, qui va pas faire le premier changement parce que celui qui va en premier perd. Est-ce que tu peux commenter ça, par exemple, sur l'histoire des normes de matériel ferroviaire à 55 degrés, l'électronique, là? Oui, oui, on a beaucoup d'exemples comme ça où dans lequel alors moi je suis, dans l'innovation et je suis pour les normes parce qu'en fait les normes donnent les règles du jeu communes. Sous réserve qu'elles soient suffisamment stables pour que lorsqu'on fasse un investissement et il n'y a pas d'innovation sans contrainte. Alors on n'a pas le temps de parler de l'histoire de Coca-Cola, mais je vous invite à rechercher la vraie histoire du Coca-Cola et comment elle est née en fait de l'interdiction sur la vente d'alcool. Hem Et donc dans le ferroviaire, on a plusieurs questions. Par exemple, on sait que le monde se réchauffe. Dans un monde qui se réchauffe, ça veut dire que nos électroniques qui sont sur les toitures vont devoir, tenir des températures avec des pics plus élevés et aussi en moyenne plus longtemps plus élevés. Et donc, quand on répond à un appel d'offres, sachant qu'un train vit 40 ans, on peut se dire: «Bah, j'ai intérêt à être le moins cher possible pour gagner l'appel d'offres et donc je vais sous-dimensionner, la performance ou la résistance thermique de mes appareils électroniques puisque ça me coûtera moins cher». Ce faisant, je fais un cadeau empoisonné à mon client puisque je sais qu'il va commencer à avoir des défaillances dans 5 ou 10 ans. Seulement celui qui, durcit son système et le rend plus cher, en fait, perdra l'appel d'offres. Et donc on a tous tendance finalement, pour le bien du système, à se dire tous ensemble: «Modifions la norme, les standards. Disons-nous tous ensemble que les règles du jeu, c'est plus 50 degrés, c'est 55 degrés. Sinon personne ne le fera». Alors là, tu dirais, ça donne l'impression qu'on peut préserver un business, même de manière assez dégradée, avec un côté sous-optimal demain, avec ces matériels qui seront peut-être pas roulants, du coup inadaptés. Il y a peut-être même des jeux perdant-perdant complets sur une filière, sur l'amont et les ressources. On va finir avec ça, puisqu'on est à l'école des mines. Pour fabriquer des matériels roulants Alstom et pour les faire rouler, il faut du minerai. Ouais. Bon, tu fais partie d'une démarche de prospective qui s'appelle IF, qui éclaire sur le partage du gâteau quand la taille du gâteau diminue et quand les conflits augmentent, si je le dis avec mes mots, ou gâteau de ressources. Aujourd'hui, les entreprises ont non seulement des questions sur la capacité à vendre, mais sur la capacité à produire demain. Est-ce que tu dirais qu'il y a une anticipation suffisante et des virages pris sur assurer la capacité à produire du matériel roulant et du train demain? Et sinon, pourquoi, selon toi? Alors, non, je pense on avait parlé ensemble des minerais, on pourrait aussi parler, de la partie plus politique et conflit d'usage sur les ressources à une échelle plus large. D'un point de vue, strictement, industriel, c'est vrai que j'ai eu cette discussion, pour ça qu'on a parlé, je sortais de cette discussion avec notre directeur des risques dans lequel, côté, prospective, on l'alertait sur la pénurie en cuivre, qui va être sous tension très rapidement et en fait,
Au départ, par méconnaissance. En fait, quand on discute avec nos achats, ils observent une très forte volatilité du cuivre ou du cobalt. Mais en fait, un jour, le prix sera haut, ou du pétrole, un jour, il sera bas. Et en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est une volatilité des prix tirée par des enjeux géopolitiques. La République démocratique du Congo décide qu'elle ne gagne pas suffisamment d'argent en vendant du cobalt, donc elle arrête les exportations pendant 4 mois. Le prix du cobalt s'enflamme. Et ce qui fait le prix d'une matière première, c'est les flux. Donc c'est l'adéquation entre l'offre et la demande. Ce n'est pas le stock. Et donc on a aujourd'hui un pétrole pas cher parce qu'il y a une guerre économique entre l'OPEP et le gaz de schiste américain. Ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de pétrole. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les pays producteurs surproduisent pour faire baisser les prix et casser en fait des revenus aux États-Unis. Et donc quand je discutais avec mon directeur des risques, il me dit bah oui, mais et quand on regarde les perspectives de l'Agence internationale pour l'énergie, on sait qu'à partir de 2030, on n'aura pas suffisamment de cuivre. Il faut 10 ans, 15 ans pour ouvrir une mine. Donc on estime la consommation de 2030, on voit les perspectives en termes de production et on voit qu'il y a un mismatch. Quand je lui dis ça, il me dit bah oui, mais tu comprends, ça c'est de la géopolitique. Moi, j'y peux rien. Tout ce que je peux mettre en place, c'est du hedging pour me couvrir auprès des fournisseurs, c'est d'essayer de sécuriser des stocks. À la marge, après, il renvoie la balle en disant mais ça, en fait, c'est l'innovation. Donc, on va faire du réemploi, on va faire du recyclage, on va réduire la charge en tel ou tel métal, Mais ça, c'est innovation, c'est chez toi, c'est pas côté risque. Moi, je fais le business continuity plan, horizon 1-2 ans. Ah, d'accord. Et après, on a eu ces discussions, des choses qu'on n'explique pas aux citoyens. Il y a en ce moment, 2035, fin du moteur à combustion interne pour l'automobile. Alors tout le monde dit ah, mais la voiture sera plus chère, ah, mais quelle absurdité. Donnez-nous un objectif de décarbonation, pas la solution. Laissez-nous utiliser des biocarburants, des carburants de synthèse, c'est ce que disent les Allemands et les Italiens. Sauf qu'il n'y en a pas. Et en fait, ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est qu'il y a une telle tension sur la ressource biomasse. La France importe 60% de sa biomasse liquide. Si on veut décarboner l'aérien, il faut lui réserver les biocarburants. À partir du moment où la voiture le prend, on ne peut plus décarboner la voiture. Et donc, on interdit le moteur à combustion interne, non pas parce qu'on a un a priori positif sur l'électrique, c'est parce que si jamais la voiture utilise des biocarburants comme c'est le cas, on ne pourra pas décarboner l'aérien. Et ça, l'État doit transiger et dire aux gens, écoutez, il n'y a plus ce qu'il y avait avant. On arrive à un monde où on tape dans les ressources planétaires et voilà. Alors, on comprend bien qu'on est aux limites du système ou au-delà des limites et que ce n'est pas simple pour des raisons culturelles, psychologiques, systémiques, etc., qu'il y a plein de freins. Et donc, j'avais quand même une question positive pour conclure ta partie qui est, bon, un dirigeant issu de l'école des mines demain, potentiellement chez Alstom ou dans une boîte similaire, il faudrait que ce soit qui et qu'il fasse quoi? Donc, il faudrait qu'il ait le courage de quoi? Je ne sais plus si le nôtre, il a fait X-Min ou X-Pont. Il faudrait que je vérifie. Je pense en fait qu'à un moment donné, moi, ce qui fait un grand dirigeant, c'est sa capacité, d'ailleurs c'est ce qui est, on va faire un peu de politique, mais ce qui est reproché à notre président de la République, qui fait du en même temps, c'est sa capacité de décision. C'est-à-dire qu'il y a un risque, il y a une incertitude. Donc il y a plusieurs choses. Il y a donc une phrase que j'ai piquée à Laure Jobert, qui est la directrice prospective de Michelin, qui disait la prospective, on pourrait dire l'innovation, voire même la stratégie, c'est mettre l'incertitude en mouvement. Comme on est tous dans la mobilité, on aime bien ces mots-là. Et je pense que la capacité d'un grand dirigeant, c'est de comprendre les enjeux. On l'a dit, de faire de la prospective, c'est-à-dire de se projeter sur des futurs probables et non pas la prédiction. Enfin, prévoir et non pas prédire, c'est à pas regarder le passé pour dire demain sera à peu près comme hier, parce qu'on est dans un monde qui est très incertain et très volatile, mais plutôt d'avoir une vision. C'est donc construire une vision en s'appuyant sur son département stratégie innovation et dans cette vision-là, arriver à arbitrer, décider, notamment décider aujourd'hui pour un monde de demain. Donc, garder ses capacités d'exploration et de préparation et être capable d'investir pour son successeur, ce qu'on ne sait plus faire. Merci Mickaël pour ce témoignage riche. Et on va faire donc un témoignage en miroir totalement différent de Michel, puisque tu es dans un écosystème d'entreprise tout à fait différent. Michel, je vais commencer par la fameuse question qu'on adore chez HLU, qui est qui es-tu? Et en creux, pourquoi je t'ai invité sur le sujet du courage et de la résilience? Qu'est-ce que tu acceptes de nous dire sur qui tu es et ton parcours de vie? Et pourquoi moi, je pense que tu es quelqu'un de résilient et courageux? Mais est-ce que tu peux nous éclairer sur ça? Je pense que tu m'as invité parce que tu m'aimes bien. Au-delà de cette blague, parce que j'ai aussi fait partie de la promo 1 d'HLU et que j'ai vécu là-dedans quelque chose qui a aussi transformé qui je suis et ma vie. Et parce que peut-être le résumé de ma vie, si je devrais me présenter, au-delà de dire que je suis papa de 6 enfants et grand-père de 2 petits-enfants et que c'est ça aussi qui m'importe au quotidien dans ce que je fais, pour revenir sur la question du bon ancêtre, la question qui me taraude tous les jours. Et si je devais résumer, en fait, je devais donner un fil rouge à ma vie, c'est celui du livre que j'ai dit que je t'apporterais
et qui a été publié en 2012 quand j'étais président national du CJD. Et c'est un livre sur lequel j'ai beaucoup eu de justes combats à mener, ne serait-ce que pour garder ce titre dans un mouvement associatif qui est le Centre des jeunes dirigeants, parce que ça a beaucoup fait débat, mais c'est quelque chose qui m'anime au quotidien, c'est-à-dire comment aujourd'hui, face aux éléments et au contexte, qu'ils soient géopolitiques ou français, auxquels on est confronté, quels vont être les justes combats que l'on a à mener, et peut-être que là-dedans, il y a effectivement un fil à tirer pour aller regarder la notion du courage, me semble-t-il. Et je vais juste rebondir sur ce que tu as dit précédemment. Dans nos éléments de langage, il n'y a pas de grands patrons il y a des patrons de grandes entreprises. Il n'y a pas de grands dirigeants, il y a des dirigeants de grandes entreprises. Hein, sauf s'il fait 2,20 m. Dans ces cas-là, je veux bien qu'il soit grand par la taille. Parce que sinon, ça veut dire qu'on balaye d'un revers de la main tout l'écosystème des PME, TPE pour lesquels je me bats depuis plus de 30 ans et qui, je crois, sont la force de la création de l'économie et de l'emploi et de la capacité de résilience sur nos territoires et qui créent, au-delà de détruire, hein, on le sait bien dans les chiffres, ce sont plutôt la PME et la TPE qui créent l'emploi, hein, et qui créent la richesse sur nos territoires, alors que les grands groupes, effectivement, sur des visions qui ne sont pas des visions à long terme, tu l'as dit, mais plutôt des visions à court terme. Quand on est sur le résultat du trimestre, du quarter, du quart d'année, vous imaginez la capacité et la pression que vous avez quand vous devez être manager de ces entités au quotidien, quel courage il faut pour être capable de dire qu'il va falloir sortir des instruments et des indicateurs pastèques à la fin du trimestre pour rassurer tout le monde. Et le vrai sujet que l'on a, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on a un problème de vision entre le court terme et le long terme, et qu'on n'a plus de capacité à avoir des entreprises qui s'organisent pour avoir une vision à long terme en investissant, même quand c'est l'innovation, au lieu de distribuer de façon indécente, parfois, à ses propres actionnaires, le résultat de l'entreprise qui devrait être investi pour les générations futures. Donc il y a cette question, cette vision-là. Et toujours sur ton Je te parcours. donne le livre parce qu'il est lourd. Merci. Il est beau et il est costaud. Alors avec ça, je vais être nourrie d'une énergie de combat. 140 entreprises en France visitées. Voilà. L'idée, c'était le bifidus actif de Danone. C'était, vous vous rappelez, cette publicité où vous aviez une superbe... excusez-moi, ça va être dégueulasse pour les femmes, mais voilà, vous aviez une superbe nana, en tout cas dans les formes, en tout cas dans mon esthétique et dans la vision dont je peux les voir. Et la pub disait, ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Et en fait, l'idée d'aller visiter les entreprises, c'est d'aller regarder tout ce que les entreprises font de bien et qu'on voulait mettre en lumière sur les combats qui étaient les leurs. Alors ça va m'amener à ton parcours d'entrepreneur et au combat que tu mènes aujourd'hui pour Janus. Alors dans ton parcours d'entrepreneur, on prend quelques éclairages parce que tu m'as dit en préparation de cette table ronde, le courage du dirigeant c'est bien, mais il ne faut pas confondre le dirigeant salarié et l'entrepreneur. Et c'est très juste. Ce n'est pas forcément les mêmes personnalités, ce n'est pas forcément les mêmes situations, bien entendu. Et donc toi, tu as un parcours d'entrepreneuriat qui a commencé très tôt, puisque tu m'as partagé le fait que tu as été formé de manière technique en électromécanique et que ton premier patron, malheureusement, avait un pépin de santé, ce qui fait que tu t'es retrouvé dans une situation où il a fallu rapidement que tu crées ta boîte et que tu prennes des risques. Et donc, la question de prendre des risques, c'est quelque chose que tu as vécu toute ta vie, dès le tout début, dès 19-20 ans. Puis ensuite, tu as repris une entreprise de sûreté, sécurité. Puis tu as pris des risques en devenant président du CJD. Il y a eu des hauts, des bas, il y a eu des échecs, il y a eu des apprentissages, il y a eu des rebonds. Et tu arrives aujourd'hui à être à la tête d'une entreprise qui s'appelle Janus, qui est petite par la taille, mais puissante par le combat qu'elle mène. Et donc, je voudrais que tu nous éclaires sur différentes dimensions du courage. Notamment dans cette entreprise, le partage de la valeur financier, la gouvernance, l'évolution de l'offre, la façon de secouer sa filière pour faire bouger les normes. Est-ce que tu peux nous dire comment tu fais acte de courage, très concrètement, au quotidien, sur ta PME ? Alors, juste avant, dire qu'effectivement, quand on est entrepreneur, mais comme dans la vie de tout à chacun et tout à chacune, c'est pas un long fleuve tranquille, hein. Donc, il y a eu dans ma vie d'entrepreneur des fermetures, des liquidations d'entreprises. Il y a des choses douloureuses, hein, notamment en 2012, quand je quitte le congrès, la présidence nationale du CJD, puisqu'elle a une gouvernance assez intelligente, cette association, puisque vous êtes président local, régional, national ou international, que 2 ans et c'est pas renouvelable. Bon, au moins, si on faisait ça à certains postes, sur nos élus, ça changerait peut-être, ça mettrait en tout cas du mouvement. Maintenant, le temps court à d'autres contraintes de transformation ou de changement, mais bon. Donc, de dire aussi que, effectivement, la vie d'entrepreneur, elle a ses hauts et ses bas.
Mais il y a effectivement ce fil rouge qui m'anime, qui est l'idée de mettre l'économie au service de la vie. Et c'est ce que j'essaye de faire entre la nécessité, quand on est dirigeant, d'avoir, mais ça a été dit aussi précédemment, à la fois la tête dans les étoiles, c'est-à-dire la capacité à comprendre le monde et ses évolutions. Dans tout ce qui a été dit précédemment, je ne vais pas y revenir, mais en ayant l'avantage dans une TPE, c'est la proximité pour avoir les pieds dans la glaise. Alors qu'est-ce qu'on fait chez Janus? Oui, on est société à mission depuis 2020, on était la première dans le secteur du bâtiment en France. Et dans cette idée de mettre l'économie au service de la vie, déjà, on a fait un conseil d'administration avec 2 représentants du vivant depuis 4 ans. Donc, on a réuni notre écosystème, toutes nos parties prenantes. Et comme je suis avec ma femme le seul actionnaire de l'entreprise, là aussi, c'est un avantage. Voilà, les débats, c'est autour d'un repas, d'un apéritif, ça peut être simple, même si voilà, ça peut être douloureux, globalement, ça se passe quand même pas mal. On a décidé en 2021 qu'en fait, notre comité de mission, au sens de la loi Pacte, quand on est société à mission, deviendrait notre conseil d'administration. Et donc, on a décidé de partager la gouvernance et d'élargir à l'ensemble des parties prenantes. Donc, on a des représentants des salariés, des représentants de nos fournisseurs, des confrères, des prospects. On a eu un prospect qui est devenu client et qui est revenu prospect. C'est très bien comme ça. Et puis, on a une sociologue et on a 2 représentants du vivant, la secrétaire générale de l'association Auré à Paris, et plus localement, un président de l'association Agrillon qui milite pour la défense des insectes, qui sont, vous le savez, à la base de l'alimentation des oiseaux, dont on a perdu 80% de la population, dû aussi à l'alimentation, par le fait que quand vous descendez en voiture l'été, vous voyez que vous avez un peu moins d'insectes sur vos pare-brises, et donc tout ça c'est dû à la façon dont on consomme. Qu'est-ce qu'on fait d'autre par ailleurs? On se bat pour sensibiliser et former les collaborateurs, parce que tu l'avais mis tout à l'heure sur l'image, celui qui est devant, qui est le grand garçon, courageux, vaillant, qui dit on va aller là, regardez comment on est beau, vous avez vu la boîte comment elle est belle. Je me prends une claque dans la figure en 2023 parce que quand vous êtes société à mission, vous avez un OTI, un organisme tiers indépendant, qui vient vous auditer. Et dans la question de l'audition, on a eu 76 sur 100, donc c'était pas mal, on n'était pas trop mal content, mais c'est-à-dire qu'il y a encore du chemin à parcourir, mais engagement des collaborateurs, 2 sur 6. Et alors là, je me dis, mais Michel, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Soit ils l'ont fait exprès pour te casser les pieds parce qu'ils t'aiment pas, soit ils n'ont pas compris les enjeux. Et donc, il fallait avoir aussi le courage de se dire que la conduite du changement, hein, je crois que c'est Pierre Dac ou Francis Blanche, enfin, dans Les Compères, il disait ça de façon très, très, très marrant, il disait « Vaut mieux penser le changement que changer le pansement ». Et nous, ce qu'on fait, c'est que changer le pansement. Hein. Donc, on fout un pansement sur une jambe de bois, un malade qui a une hémorragie. Donc, on ne le soigne pas très bien. Je parle du fait qu'on a des croyances dans l'organisation et dans la gestion, mais ça a été dit de ce que font aujourd'hui les dirigeants des entreprises. Si je faisais un parallèle, il y a encore aujourd'hui, je crois, à l'échelle de la planète, 8% de platistes. Donc, il y a encore des gens qui croient que la Terre est plate. Pourquoi pas, hein, s'ils vivent bien avec ça, je n'ai pas de sujet. Mais c'est pour vous dire que quand la conscience des gens a changé sur le fait qu'elle n'était pas plate mais ronde, ça a changé toute la façon de voyager, de se déplacer, et ça a même créé toute cette mondialisation et cette économie. Et aujourd'hui, on a un problème de courage chez nos dirigeants qui croient qu'on peut avoir une croissance infinie dans un monde fini. Alors, soit ils sont complètement stupides, ce que je ne crois pas, soit ils sont idiots, ce que je crois, soit ils ne savent pas, soit ils sont dans un manque de courage de changer le modèle. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire chez Janus, c'est-à-dire... Tu as parlé du modèle de gouvernance, Ouais. et tu peux parler du changement de l'offre, Ouais. parce que tu vends à qui, la nature de l'offre et la chaîne de valeur. Est-ce que tu peux parler de l'offre et des Ouais. fournisseurs? Ouais. Donc, cette année, l'année dernière, c'était l'année de la biodiversité, donc sur le vivant. Donc, on a fait tout un travail sur la biodiversité et le vivant, même dans une TPE de 9 salariés. Donc, j'ai même été à la COP16 à Cali, en Colombie, pour regarder ce qu'était la discussion internationale sur ces questions de la biodiversité. On est assis sur le vivant. Hein. L'être humain est un être insignifiant, à l'échelle du vivant, qui n'a pas la capacité de regarder ce que lui offre l'environnement. Et donc, quand je faisais ce parallèle, effectivement, entre les platistes et le fait qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde fini avec des ressources finies, on est obligé de changer de modèle. Et donc, tes fenêtres, tu ne vends plus des fenêtres, tu proposes une... Je vais vite, excuse-moi. Hein. Et donc, changer le modèle, c'est d'arrêter de croire à l'économie linéaire, alors qu'on continue à l'économie linéaire, mais tu l'as dit un petit peu quand tu parles du cuivre, il faut toujours aller extraire le cuivre, parce que on fabrique du cuivre. On ne peut pas imaginer que nous, dans l'idée de mettre l'économie au service de la vie, on se comporterait comme le vivant. Dans l'idée de l'économie au service de la vie, c'est que le vivant, il a 2 aspects qui sont contraires à la façon dont on gère nos boîtes. Un, dans le vivant, il y a compétition quand il y a rareté. Nous, il y a compétition dans l'abondance. Et dans le vivant, il n'y a pas de performance.
il y a de la robustesse. Je ne vais pas vous faire la démonstration. Et donc l'idée rapide, c'est de passer d'une économie linéaire à ce qu'on appelle une économie circulaire ou une économie de la fonctionnalité et de la coopération. C'est-à-dire de pouvoir co-créer avec l'ensemble des parties prenantes dans la chaîne de valeur, avec un industriel, un territoire, des clients, des salariés, un modèle économique, ce qu'on est en train de faire avec l'ADEME, le CSTB et le Club Nouvel dans le Nord, où dès l'année prochaine, nous ne vendrons plus nos portes et nos fenêtres, nous allons les louer. Nous allons éco-concevoir sur le premier produit qui va sortir, qui est la porte de hall, une porte de hall pour l'ensemble des logements sociaux, ce sont nos clients ou des collectivités, des collèges, des lycées, qui va non plus être vendue mais louée 30 ou 40 ans avec un contrat de maintenance incluse. Ce qui nous laisse propriétaires du produit, du coût, mais qui nous assure en même temps du développement économique local, de création d'emplois et de richesses sur un territoire en conchant la case économique parce que ça coûte moins cher, la case sociale parce qu'on crée de l'emploi et de la compétence, mais aussi la case sociétale parce qu'on le fait en coopération sur un territoire et la case écologique parce que forcément on aura une empreinte à la fois carbone et à la fois biodiversité qui sera beaucoup moins que sur le modèle existant qui est un modèle linéaire. Donc voilà ce qu'on essaye de changer à notre échelle. C'est-à-dire, pas de changer le monde, mais de changer notre monde. Et là, je pense que ça, on est capable de le faire si on est un petit peu... Alors effectivement, si on est courageux, hein, parce que c'est un travail de longue haleine. C'est tous les jours... Une autre anecdote, puisqu'on parle d'économie circulaire, on pourrait parler du réemploi. Quand un bailleur social, sur des marchés à bon de commande, nous demande de changer une porte intérieure de logement, une porte de distribution, une porte pour entrer dans une chambre, il y a un gamin qui a acheté un truc, la porte elle est abîmée, elle a un trou comme ça au milieu, et il dit remplacer la porte. Et nous on lui dit depuis 8 ans qu'on est avec ce client au marché, s'il vous plaît, permettez-nous, si les pommelles, c'est-à-dire ce qui permet à la porte de s'articuler, si la béquille, c'est-à-dire la poignée et la serrure qui est dans la porte à lardée, si elle est bonne, permettez-nous de la déposer et de la reposer. Parce que quand vous remplacez votre porte, tout autour de ça, il y a des accessoires que nous mettons à la poubelle parce que vous voulez, par principe historique, le « on a toujours fait comme ça », qui est anti-innovation, le « on a toujours fait comme ça », c'est comme ça qu'on meurt, hein, Kodak, hein, qui avait plus de 2% de R&D, hein, qui avait le brevet du numérique, mais on n'y a pas cru. Voilà. Donc, de dire aux clients, s'il vous plaît, est-ce que dans vos marchés, on peut avoir une ligne de réemploi? Cette année, en réunion de préparation, enfin, le directeur du patrimoine et le directeur financier ont dit, nous allons rajouter une ligne de réemploi. Et maintenant, on le fait sur ces portes, mais on le fait aussi sur des portes de garage en remplaçant, quand on démonte une porte qui a été accident parce qu'un véhicule a reculé dedans, quand elle arrive dans nos ateliers, on récupère les vérins, les ressorts, les galets, les rails, les poignées qu'on repose en réemploi en permettant, d'avoir moins d'empreintes sur la partie écologique, puisqu'on n'aura pas à refabriquer le produit, en allégeant la durée de vie, et donc ça aussi c'est bon pour le vivant et la biodiversité. Merci Michel. Comme on est vraiment trop court en temps et qu'on a encore un temps de conclusion, je voulais te remercier pour ce propos qui est très illustré et concret parce qu'on y comprend plein de choses, le courage, l'innovation, le temps long, la persévérance. Et c'est ce que nous on appelle le heart leadership, c'est-à-dire à cœur vaillant, rien d'impossible. C'est pas juste un acte de courage une fois, c'est du courage et de la persévérance tous les jours et de la résilience quand ça se passe pas bien. Voilà, donc c'était un petit peu ça qu'on voulait illustrer. C'était cette idée d'énergie soutenue et de comment on peut soutenir cette énergie d'action au service d'une transformation viable, hein, de nos organisations. Donc, je voudrais vous remercier vraiment tous les deux pour ces propos et on va accueillir Chloé pour un éclairage scientifique. Le temps que Chloé arrive, là encore pour ceux qui sont dans la salle, je voulais partager avec vous le fait que, pour une fois, on va faire un œil de conclusion, avant un petit café sympa pour ceux qui voudront rester pour le café. On va faire un œil de conclusion par le regard d'une chercheuse. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Chloé, qui depuis maintenant plus d'1 an, travaille auprès de HLU à faire une synthèse passionnante sur la biologie du leadership. On a un petit peu parlé d'effet darwinien, on a parlé de biologie du leader, on a parlé de personnalité du leader, on a parlé d'évolution de nos économies et d'évolution de l'espèce. Et donc, Chloé est quelqu'un d'absolument passionnant et on va avoir trop peu de temps pour tout se dire. Pour autant, vous avez dans ce dossier qui sera au café, voilà, toutes les fiches de synthèse très lisibles, très vulgarisées, très pédagogiques de Chloé. Donc pour tous ceux qui ont la curiosité intellectuelle, je vous encourage déjà à regarder ces travaux de HLU. Alors Chloé, donc vous avez le dossier, vous avez le QR code pour le télécharger, enfin voilà. Donc
Chloé, je t'ai invitée pour que tu puisses réagir à chaud et aussi sur le fond, sur tout ce que tu as entendu sur les animaux de pouvoir. Et alors, avant de te poser quelques questions sur les animaux de pouvoir, c'est un peu un pari de regarder les humains en disant que c'est des animaux. Donc tout de suite, je vais faire une précaution oratoire. On ne va pas plaquer le modèle de leadership animalier sur les modèles de leader humain. Mais par contre, c'est intéressant de comprendre les fondamentaux du leadership animalier et de s'en servir comme miroir déformant, questionnant sur le leadership humain. Donc c'est le sens de cette intervention. Donc je dis tout de suite, n'écoutez pas Chloé en vous disant qu'elle décrit les humains comme des animaux. Ce n'est pas ça le propos. Voilà, je préfère le dire 15 fois et que ce soit bien clair. Alors, Chloé, du coup, peux-tu nous dire finalement quel est ton domaine de recherche en général depuis 20 ans et quelles sont justement les clés de questionnement ou de recherche que tu as traitées avec nous? Alors depuis 20 ans, moi je fais pas de la recherche depuis 20 ans, mais j'ai été dans l'entreprise d'abord, le droit puis le management. Et en fait, je suis arrivée à la recherche en m'intéressant au leadership animal et au leadership humain. Donc en voulant justement faire un parallèle parce que je trouve que l'humain, il faut l'aborder aussi dans son animalité, même s'il y a des gens qui ont beaucoup de mal à l'entendre. C'est une réalité. On a notre biologie qui nous code pour beaucoup de choses. Et il faut faire avec. Et en plus, dans le vivant, il y a plein de merveilles dont s'inspirer. Voilà, on va pas les prendre. Je vais vous en montrer quelques-unes. Le but, c'est pas de prendre au pied de la lettre, mais c'est de l'inspiration. Et voilà, et donc il y a 4 ans, je pense, 3-4 ans que j'ai développé ce projet-là. Et puis, juste après, j'ai rencontré Hélène. Et c'est là où j'ai commencé à travailler sur la biologie du leadership. Donc, essayer d'envisager le leader et le dirigeant d'un point de vue biologique. Est-ce qu'il y a des recherches là-dessus? Est-ce que le leader, il est il est différent des autres humains? Bon, dans l'ensemble, non. Hein. Il y a des petits morceaux par-ci par-là, mais heureusement, voilà. Puis surtout qu'on exerce du leadership tous dans certains milieux de notre vie, c'est très fluctuant. Et puis, on a tiré le fil de l'intuition. Et du coup, je savais pas si je pouvais en parler, mais du coup, maintenant, je sais que donc on est en train de mettre en place une recherche sur l'intuition, spécifiquement, et sur donc l'aspect biologique, physiologique, qu'est-ce qui se passe dans l'intuition. Donc je trouvais ça très intéressant tout à l'heure, c'est Cyril qui en parlait, et c'est des choses très justes. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus sur ce sujet-là. Alors, comme on a fait une table ronde ce matin autour du courage et de la bravoure, on va éclairer la question du courage au prisme de la biologie. Question qui paraît exotique. On pourrait dire le courage, c'est un acte plutôt de foi, un acte philosophique, un acte éthique, un acte de conviction. Enfin, on est dans le monde des idées, des valeurs. Et donc, j'ai dit à Chloé, mais non, mais au fond, les animaux, est-ce qu'ils sont courageux? Bon, qu'est-ce que c'est qu'un acte de courage vu par la biologie pour sa survie personnelle ou la survie de son groupe? Comment on peut regarder le courage des animaux? Alors, est-ce que tu peux nous éclairer sur ça? Oui, déjà, j'ai entendu pas mal de choses dans vos interventions qui touchent les choses que j'ai pu lire dans la science. Je suis allée voir quand même quelques publications sur le courage parce que c'est pas forcément mon cœur, mais il existe quelques papiers, on va dire, timides. Pas beaucoup de concret, mais beaucoup de théories. Et j'y ai retrouvé plein de choses que vous dites, en fait, il y a ce côté de tenir son éthique, être convaincu, assumer ses erreurs, tenir dans son discours, etc. Et c'est vrai que les animaux, le monde animal, il est beaucoup plus brut. Le monde végétal aussi, pardon. Ils vont pas aller par 4 chemins, faire de la négociation trop longtemps, et voilà. Ils vont faire de l'économie régénérative, donc ils vont tout réutiliser. Donc c'est super d'entendre ça. Ils vont s'entraider s'ils sont de la même espèce, en fait. Et je pense que côté humain, on nous envoie beaucoup trop d'images hollywoodiens, de films catastrophes où tout le monde s'entretue et tout ça, alors que la réalité, la recherche l'a montré, et par exemple l'ouragan Katrina l'a montré, les gens sur place, ils s'entraident. S'il y a une catastrophe, notre élan, c'est de s'entraider. Donc je trouvais ça juste aussi que Sébastien Lacroix-Rouch le rappelle, ça fait du bien parce que c'est pas le discours qu'on entend. Et d'ailleurs, je prends l'exemple de Katrina, ça a dégénéré parce que les gens qui n'y étaient pas ont considéré que c'était le bordel, excusez-moi, alors qu'en fait, c'était juste des gens qui étaient noirs, donc ils avaient été là, et à qui on donnait ni d'eau potable, ni de nourriture. Donc voilà, c'est des choses, l'animal, il peut être cruel, mais il va être cruel pour des choses ici c'est ma place, tu prends pas ma place. L'humain,
il a une cruauté qui est bien plus forte parce qu'il va être en cruauté avec lui-même, en fait. Et avec ce qui lui permet de vivre, c'est-à-dire son environnement. Et tu peux justement commenter ce parallèle qu'on peut faire avec un leadership défensif, qui est un sujet que je trouve intéressant par rapport au sujet sur les nouveaux risques. Est-ce que chez les animaux, tu vois beaucoup d'actes de courage ou de survie qui ont un caractère défensif ou une raison défensive? C'est-à-dire pour défendre quoi? Les petits, son territoire? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait acte de courage pour aller vers l'extérieur ou est-ce qu'on fait acte de courage pour défendre? Ou tout ça? Ben, alors, quand tu m'as parlé de courage, ma première pensée, ça a été effectivement l'acte défensif. Parce que pour le vivant, l'enjeu, c'est la survie et se reproduire. Nous, on est passé un peu, on a développé plus que ça, mais on est quand même basiquement là-dessus, nous aussi. Et du coup, oui, il y a ce côté très... En fait, je me suis dit, le courage, ça a un moteur. Il y a un carburant. Parce que c'est de l'énergie qu'on dépense, c'est une action qu'on fait, et toute action a son carburant. Et le premier carburant, c'est la colère ou le fait de combler un besoin. Et donc, il y a la première vidéo que j'ai mise, c'est ce à quoi je pensais directement quand on m'a parlé de courage chez les animaux. Ça, c'est vraiment purement téméraire. Là, on peut faire la différence entre être courageux ou téméraire. Ah oui, elles sont quand même, d'accord. En fait, c'est une voiture qui est rentrée sur le territoire des humains. Voilà. Et ils ont vraiment... C'est-à-dire que je pense qu'aucun humain n'irait affronter une voiture tout seul. Bon, l'hippopotame, il est en mode, t'es rentré chez moi, t'es rentré dans mon salon, tu viens, il ose s'attaquer à une voiture. Ça, pour moi, c'est vraiment de la témérité. Et c'est une force hyper primale, quoi. Il y a quelque chose... Et en fait, ce qui est intéressant dans l'étude par le vivant, surtout quand j'ai étudié le leadership, c'est bon, On l'a eu assez. quand j'ai étudié le leadership, c'est que quand on étudie le leadership animal, on l'étudie par 4 chemins différents. On étudie la recherche de nourriture. En fait, c'est des contextes où un leader va se mettre en route. La recherche de nourriture, la médiation des conflits, qu'ils soient internes ou externes, et le fait de diriger le mouvement du groupe. Si je peux préciser, c'est-à-dire l'orienter dans une direction viable, c'est-à-dire il va falloir emmener le troupeau dans un endroit où il y a à bouffer ou dans un endroit sûr. Oui, c'est ça, prendre la tête du groupe, quoi. Et côté entreprise, finalement, on se retrouve un petit peu là-dedans parce que le dirigeant, il a toutes ces casquettes qui sont de s'assurer que l'entreprise a les moyens de faire ce qu'elle a besoin de faire, manager l'interne, se propulser dans la bataille économique avec les autres entreprises, donc manager l'externe, et puis choisir des nouveaux chemins pour l'entreprise, quoi. Et c'est vraiment, je trouve que ça vient avec ce côté protection de son clan. Voilà, et justement, c'est ma question, qui est ce courage finalement du leader, il est au service de qui? Au service de quoi? Tu l'as dit, au service du groupe et des générations futures, normalement. C'est-à-dire, c'est l'histoire de, si on dégomme tout, les générations futures ne peuvent plus exister, et c'est finalement la mort de cette espèce ou de ce groupe d'individus. Oui, c'est ça. Nous, on a perdu ce lien. Enfin, c'est-à-dire que oui, les animaux, ils vont penser à leur génération future. Je suppose que là, l'hippopotame qu'on a vu, il y a son clan qui est dans la mare d'à côté. En plus, les hippopotames, c'est hyper dangereux. Ne vous confrontez jamais, vous êtes sûr d'être mort, hein. Voilà. C'est vraiment très violent. Et voilà, c'est parce que c'est chez lui et il n'y a pas de débat. Et c'est vrai que nous, chez l'humain, bon, on détruit aussi un peu l'humain, clairement. Enfin, même pas qu'un peu. Et justement, est-ce que on peut regarder celle-ci, cette deuxième vidéo, ce qu'elle nous inspire? Je vais vous passer la deuxième séquence. Ouais, alors elle est plus impressionnante encore, je trouve. Et là, il la suit. La factory.
Il a survécu à sa thèse de chute. Alors, je sais que c'est impactant pour nous humains. On a plein d'empathie pour les petits animaux. En fait, pour le contexte, c'est les bernaches nonnettes. Donc, elles pondent très haut sur des pics rocheux pour défendre les œufs des prédateurs. Sauf que l'évolution a voulu qu'elles ne savent pas nourrir leurs petits au nid. Donc, en fait, les petits, là, ils viennent de naître et il faut qu'ils aillent manger. Et pour manger, il faut être en bas. Et donc, pour moi, c'est l'illustration de la culture du courage, qui est quelque chose qui revient souvent dans les textes scientifiques. C'est de pouvoir transmettre à son équipe, à ses enfants, le courage de se lancer, en fait. Enfin, et bon, là, c'est extrême, je ne vous demande pas de faire jeter vos collaborateurs des falaises. Mais voilà, eux, ils y vont, il n'y a pas d'hésitation, ils ont une confiance en leurs parents, et il faut y aller. Et puis, l'évolution leur a donné la souplesse de faire ça. Voilà, de toute façon, l'évolution a des chemins étonnants des fois. Hein. Il y aurait eu des choses plus simples, mais ils ont choisi ça. Et je trouve que c'est une belle image justement du fait que il faut, je pense, pour un dirigeant, pouvoir être courageux, mais aussi partager ce courage à ses équipes. Parce qu'en fait, d'ailleurs, il y avait ce sujet qui était revenu dans les discussions, que par exemple, le bas peut prendre pour un manque de courage, ce qui est en fait un manque d'information. Oui, tout se fait toujours ensemble. Enfin, c'est-à-dire, c'est un ensemble. Dans le vivant, les choses se font tous ensemble. Il y a un côté. Et puis, on sait que c'est juste. Et d'ailleurs, il y a deux sujets qui me viennent là. Je vais commencer par celui-là. Tu m'avais demandé c'est quoi la force du collectif, enfin, de la meute côté entreprise. Et il y a plusieurs choses. Il y a un concept qu'on appelle la coopétition. La coopétition, c'est la contraction de coopération et compétition. C'est le fait de coopérer avec ses concurrents. C'est un concept qui vient peu à peu dans les entreprises, qui est naturel dans le vivant. Par exemple, une forêt, en fait, les arbres, ils communiquent par les racines avec généralement leurs petits, la même espèce, etc. Ils échangent des nutriments et ils vont essayer de prendre plus de place que les autres. Et quand il y a des périodes de sécheresse, on se rend compte qu'il y a des groupes d'arbres interespèces qui arrêtent cette compétition et qui se mettent à créer des liens et à partager tous les nutriments, parce que s'il y a toute une famille d'arbres qui s'écroule, en fait, c'est très dangereux pour la forêt, ça crée de la lumière qui rentre, etc., ça bouleverse l'écosystème, donc ils vont travailler tous ensemble. Et moi, je trouve que l'image la plus basique chez les humains, c'est vous savez, les rues entières où il n'y a que des réparateurs de téléphone, ou alors il n'y a que des coiffeurs. Bah, c'est de la coopétition. Ils savent qu'ils auront leurs clients ici, même s'ils doivent les partager avec les autres. Peut-être, Chloé, on est un peu chaud en timing. Est-ce que tu as deux idées clés, un mot de la fin? Ouais, je me regarde ce qui est le plus croustillant, le plus important. Oui, alors il y a deux choses. Il y a le fait que je pense surtout que... Alors ça vient des idées de Warren Blanc, qui a étudié le leadership d'abord. Il a conceptualisé le leadership en disant, mais finalement, être un leader, est-ce que c'est quelque chose de soi, ou est-ce que c'est les gens qui nous regardent, qui nous considèrent comme un leader? Parce qu'un leader, il a des followers. Et un leader sans followers, c'est rien du tout, il n'y a personne, enfin, ça va nulle part. Et en fait, son idée, elle est intéressante, c'est que finalement, ce qui compte pour être considéré comme un leader né, et on aime bien ce principe de leader né, etc., qui n'est pas vraiment fondé, en fait, c'est d'avoir l'occasion de s'incarner comme un leader. Donc, c'est souvent lié à l'apprentissage et puis le milieu social dans lequel on est aussi qui facilite ça, d'avoir l'occasion dans son enfance et dans son apprentissage, de se positionner en leader dans certaines actions et d'être vu agissant comme un leader. Et je pense que pour le courage, c'est pareil. Je pense que le courage, ça peut se développer, ça peut s'entraîner, on peut essayer de travailler un peu sur son appréhension de la peur, parce que le courage, c'est pas effacer la peur, c'est pouvoir agir malgré le fait qu'on soit dans la peur. Et ben, quelqu'un on va dire de lui qu'il est courageux, ben, c'est quelqu'un qu'on a vu en situation de montrer du courage. Et peut-être que quelqu'un qui est toujours dans des situations tranquilles, ben, il est peut-être très courageux, mais il n'aura pas l'occasion de le montrer.
Et il y a une étude que j'ai trouvée qui justement confirme ce côté-là, qui dit que le leader courageux, il est perçu comme très courageux dans les situations où il montre une forte intégrité. Donc c'est vraiment tenir ses promesses, tenir son éthique, tenir son engagement, et que l'entreprise fait face à une forte adversité. Et c'est dans ces moments-là qu'on va le plus aller pointer le courage, alors qu'il existe aussi un petit peu partout dans la vie. Voilà. Merci beaucoup, Chloé, pour cet témoignage. Merci. Alors, comme on est déjà tard, je vais faire une conclusion actualité hyper rapide. La page d'actu, les temps de revoyure. Donc, dans les pages d'actu, HLU, l'université HLU propose un super parcours d'accompagnement et de transformation du dirigeant qui s'appelle Du cœur aux actes. Michel, tu en as parlé, tu en as fait partie. Florence, ici présente aussi. Toute personne que ça peut intéresser peut en parler avec Sandy Boituza, ici présente, qui est directrice de l'ASSO. On recrute la promo 5 de dirigeants courageux, intuitifs, empathiques, et ça commence en janvier-février prochain. Et donc, il est encore temps de s'inscrire. Sur les publications récentes de HLU qui sont à disposition sur la table café et qui sont sur notre site web, 2 publications dirigées dans un monde d'IA en 2035, prospective, changement du métier dirigeant, défis auxquels on va devoir faire face, opportunités, mais quand même aussi comment naviguer dans ce monde très chahuté par les IA. Publication Métamorphose du dirigeant et de son entreprise, qui est une étude en sociologie des relations. Tu as beaucoup parlé du lien, Sébastien, l'importance du lien, et des liens qui sont aussi transformatifs pour les organisations. Cette étude Métamorphose, c'est un rapport en ligne sur notre site web qu'on a transformé aussi en un jeu de cartes concret de la métamorphose du dirigeant, un jeu de cartes pratique super sympa, voilà, qui est à votre disposition également ce matin avec des cartes ressources. Donc, des tests, des pense-bêtes, des fiches passées aux actes, etc., qui sont une ressource partagée disponible à tous. Et enfin, cerise sur le gâteau, moment où on espère tous vous revoir, c'est le prix du livre du Heart Leadership, première édition, qui va se tenir le 26 novembre prochain au Comet Bourse, Métro Bourse, en soirée, avec donc une remise de prix à 3 lauréats, dirigeants lauréats dans 3 catégories, le monde qui vient, le Heart Leadership, parce que à cœur vaillant, rien d'impossible, et la catégorie poil à gratter, ouvrage qui dérange ou qui défrise. Voilà. Donc si vous voulez passer une bonne soirée autour des livres, rencontrer ces dirigeants auteurs, avoir des bouquins dédicacés et venir à un buffet, inscrivez-vous à notre soirée du 26 novembre. Merci à tous, on va passer en mode café, échange informel, et je vous souhaite une bonne fin de journée.